Clara Whitfield se tenait seule dans le bureau du duc. Elle attendait un entretien qui pourrait lui sauver la vie. Elle n'avait pas pris de vrai repas depuis 3 jours. Ses gants étaient reprisés à 4 endroits. Tout ce qu'elle possédait tenait dans un petit sac à ses pieds. Et puis elle l'a vu. Au mur était accrochée une grande carte marine. Le genre de carte que les navires utilisaient pour traverser l'océan. Le père de Clara avait dessiné des cartes comme celle-ci pendant 20 ans. Elle les connaissait comme d'autres femmes connaissaient leur propre écriture. Et cette carte était fausse. Pas une petite erreur, une erreur mortelle. Un récif marqué à 2 degrés de sa position réelle. Tout capitaine qui se fierait à cette carte éventrerait son navire par une nuit calme et claire. Clara n'a pas réfléchi. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a pris la plume sur le bureau, s'est approchée du mur et a commencé à la corriger. C'est à ce moment que la porte s'est ouverte. « Qu'est-ce que ?» dit une voix glaciale derrière elle. « Vous croyez faire ?» Elle s'est retournée. Le duc de Ravenmore emplissait l'encadrement de la porte. Il était grand, les yeux sombres et furieux. « Votre grâce, cette carte, il y a une erreur dangereuse. » C'est donc vrai. Sa voix aurait pu geler le feu dans l'âtre. On m'a dit que vous parliez 5 langues, que vous lisiez les étoiles comme un livre. Il s'avança lentement vers elle et lui prit la plume de la main. Laissez-moi vous dire ce que vous lirez dans cette maison, mademoiselle Whitfield. L'eau de vaisselle. Vous commencez à l'office ce soir. Clara ouvrit la bouche et la referma. Car en cet unique et terrible instant, elle avait vu quelque chose sur cette carte qui changeait tout. Elle connaissait cette écriture. C'était la même main qui avait dessiné les fausses cartes qui avaient détruit son père. Les cartes qu'il avait envoyées en prison, où il était mort seul, jurant encore son innocence. Quelqu'un dans cette maison les avait dessinées. Alors Clara Whitfield baissa les yeux, ramassa son petit sac et prononça les mots les plus durs de sa vie. « Oui, votre grâce. » Et elle descendit les escaliers dans l'obscurité pour laver la vaisselle des domestiques. L'office de Ravenmore Hall était une pièce froide en pierre sous la cuisine. La lumière du jour ne l'atteignait jamais vraiment. Le lendemain matin à 5 heures, Clara se tenait devant le grand évier. Elle avait les bras dans l'eau glacée jusqu'au coude. Elle récurait des marmites que les filles de cuisine étaient trop fières pour toucher. Le savon brûlait les crevasses de ses mains. À midi, ses doigts saignaient. 2 ans plus tôt, ses mêmes mains avaient joué du piano dans le salon de son père, pendant que des amiraux et des professeurs applaudissaient. Il y a 2 ans, elle avait un nom que les gens respectaient. La fille du professeur Whitfield. La jeune fille qui parlait français, italien, allemand, espagnol et grec. La jeune fille à qui son père avait appris à lire le ciel nocturne avant même qu'elle ne sache lire un livre. « Les étoiles ne mentent pas, ma chérie », disait-il souvent en montrant le ciel d'hiver. « Les gens mentent, mais les étoiles sont patientes. » Puis vint le procès. Ils dirent que son père avait vendu de fausses cartes à une compagnie maritime. Ils dirent que ses erreurs avaient envoyé un navire au fond de la mer avec 8 marins à bord. Ils dirent qu'il l'avait fait pour de l'argent. C'était un mensonge, tout était mensonge. Mais le tribunal s'en moquait, et les journaux aussi. Et un par un, les gens bien qui avaient dîné à leur table cessèrent de répondre à ses lettres. Son père mourut en prison 11 mois plus tard. Le juge prit la maison. Les dettes prirent tout le reste. Et maintenant, la voilà, à 26 ans, récurant de la bouillie brûlée au fond d'une marmite en fer, dans la pièce la plus froide de la maison d'un étranger. Un étranger qui la détestait avant même qu'elle ne lui ait dit 10 mots. Mais Clara ne pleurait pas, car en haut, sur le mur du bureau du duc, était accrochée une carte, dessinée par la même main qui avait assassiné la réputation de son père. Elle en était sûre. La petite boucle sur le chiffre 7, la façon dont la rose des vents penchait légèrement vers l'ouest. Une main qu'elle avait vue 100 fois au tribunal, sur des cartes que son père jurait n'avoir jamais dessinées. Quiconque avait dessiné ces fausses cartes était lié à cette maison, et elle ne partirait pas avant de savoir qui. Les autres domestiques ne savaient que penser d'elle. « Elle parle comme une dame », chuchotait Milly, la plus jeune fille de cuisine, mais elle récure comme si elle avait fait ça toute sa vie. Noblesse déchue, renifla la cuisinière, Madame Puddle, qui avait un avis sur tout. Belle plume, poche vide. Ne t'attache pas, ma fille. Ce genre de personne ne reste jamais. Une seule personne dans la maisonnée était vraiment gentille avec elle. Monsieur Edmund Harrow, l'intendant du duc. C'était un gentleman aux cheveux d'argent de 60 ans.
Il servait la famille depuis l'époque de l'ancien duc. Tout le monde l'aimait. Il se souvenait de l'anniversaire de chaque domestique. Il n'élevait jamais la voix. Le troisième soir de Clara, il la trouva en train de dîner seule sur les marches de l'entrée de service, dans le froid. « Mon cher enfant, dit-il doucement, il y a un feu dans le hall des domestiques. Et une chaise avec votre nom dessus. Quoi que les autres disent, vous êtes des nôtres maintenant. » Il sourit, et ses yeux étaient chaleureux. J'ai connu un homme qui disait « On peut juger une maison à la façon dont elle traite la personne la plus humble. Entrez donc. » Clara aurait pu pleurer devant tant de simple gentillesse. « Merci, Monsieur Harrow, dit-elle. Vous êtes très bon. »« Sottise, dit-il, en lui tapotant l'épaule comme un grand-père. Maintenant, dites-moi Whitfield, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. » Quelque chose en Clara se figea, mais son visage ne montrait qu'une curiosité amicale. « C'est un nom assez courant, » dit-elle prudemment. « Bien sûr, bien sûr. » Il sourit de nouveau et lui tint la porte. « Eh bien, bienvenue à Ravenmore, mademoiselle Whitfield. » Les jours prirent un certain rythme. La vaisselle avant l'aube, les sols à midi, les marmites jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal. Mais les nuits étaient à elle. La minuscule chambre de Clara se trouvait tout en haut de la maison, sous les toits. Elle avait une petite fenêtre qui ne fermait pas tout à fait. Les autres servantes la plaignaient pour ça. Elle ne comprenait pas que Clara l'avait choisie exprès, car de cette fenêtre, elle pouvait voir tout le ciel du nord. Chaque nuit, peu importe sa fatigue, elle s'enveloppait dans sa couverture. Elle s'asseyait sur le petit tabouret près de la fenêtre. Et elle lisait les étoiles comme son père le lui avait appris. Orion grimpant au-dessus de l'aile est. L'étoile polaire, fidèle et fixe au-dessus du grand chêne. C'était la seule partie de son ancienne vie qu'aucun juge, aucune dette et aucun duc ne pouvait lui enlever. Les étoiles ne mentent pas, les gens mentent. Mais les étoiles sont patientes. « Moi aussi, papa », murmura-t-elle à la vitre froide. « Moi aussi. » Le 8e jour, tout changea. Clara transportait une bassine d'eau de vaisselle dans le couloir de service. C'est alors qu'elle entendit des cris venant du petit salon. La voix d'une femme, vive et rapide, en français. Clara s'arrêta. Par la porte entr'ouverte, elle vit une femme mince et élégante. Elle se tenait au-dessus d'une petite fille de 11 ou 12 ans. La fillette avait des boucles sombres et d'immenses yeux effrayés. Elle était blottie dans le coin du canapé, comme un lapin essayant de disparaître. Clara connaissait la femme de vue, Madame Renard, la gouvernante française, et l'enfant ne pouvait être que Lady Béatrice, la petite sœur du duc. Les domestiques disaient que la fillette avait perdu sa mère jeune, et qu'elle bégayait si fort qu'elle parlait à peine. La voix de Madame Renard suintait le mépris. Et comme elle parlait un français rapide, elle croyait clairement que personne dans cette maison anglaise ne pouvait comprendre un seul mot. « Espèce de stupide enfant », disait-elle. « Tu trébuches comme une idiote. Pas étonnant que ton frère ne supporte pas de te regarder. Même ta propre mère aurait honte. » La bassine d'eau de vaisselle heurta le sol. Clara ne se souvint pas d'avoir décidé de bouger. Elle était simplement passée par la porte, se tenant entre la femme et l'enfant. Et les mots sortirent de sa bouche en français, aussi froids et lisses que la glace d'une rivière. « Madame, vous ne direz plus un mot à cet enfant. » La bouche de Madame Renard s'ouvrit. « Vous parlez parfaitement. Ce qui est plus que ce que je peux dire de vous. Votre grammaire est provinciale, et votre cruauté est vulgaire. Une gouvernante qui se moque d'un enfant en deuil n'est pas une éducatrice. C'est une lâche dans une jolie robe. » Le silence dans la pièce était absolu. La petite Béatrice regardait Clara comme si un ange était tombé du plafond. Et puis Clara l'entendit. Le petit bruit délibéré d'un pas derrière elle. Elle se retourna. Le duc de Ravenmore se tenait dans l'embrasure de la porte. Personne ne savait depuis combien de temps il était là. Son visage était illisible. Ses yeux sombres passaient lentement de la gouvernante tremblante à sa petite sœur, puis à l'eau de vaisselle qui s'étalait sur le sol. Et enfin à Clara, la Souillon, qui venait de livrer une réprimande impeccable dans un français aristocratique parfait. « Mademoiselle Whitfield, dit-il calmement, dans mon bureau maintenant. » Le bureau du duc sentait le cuir, la fumée et le vieux papier. Clara se tenait au milieu du tapis, les chaussures mouillées et le tablier taché d'eau de vaisselle. Elle attendait. Le duc se tenait à la fenêtre, le dos tourné. Sur le mur à sa gauche était accrochée la carte marine.
la carte avec l'écriture qu'elle connaissait mieux que ses propres cauchemars. Elle se força à ne pas la regarder. Pendant un long moment, le seul son fut celui du feu. « Depuis combien de temps ?» dit enfin le duc. « Cette femme parle-t-elle à ma sœur de cette façon ?» Ce n'était pas la question que Clara attendait. « Je ne sais pas, votre grâce. C'était la première fois que je l'entendais aujourd'hui. Et vous avez compris chaque mot. »« Oui. Dites ce qu'elle a dit. » Clara hésita. « Votre grâce, je ne pense pas. Je ne vous ai pas demandé de penser, mademoiselle Whitfield. Je vous ai demandé de traduire. » Alors Clara traduisit chaque mot. « Espèce de stupide enfant, trébuche comme une idiote. Ton frère ne supporte pas de te regarder. Même ta propre mère aurait honte. » Le duc ne bougea pas, mais Clara vit sa main se refermer lentement sur le rebord de la fenêtre, et ses jointures blanchirent. Elle croyait que personne ne pouvait la comprendre, dit Clara doucement. Les gens disent toutes sortes de choses quand ils pensent que personne ne comprend. Le duc se retourna. Son visage était taillé dans la pierre, mais quelque chose brûlait derrière ses yeux. « Madame Renard sera partie demain matin, » dit-il. « Ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. » Il traversa la pièce jusqu'à son bureau et s'assit. « Vous avez désobéi à mes instructions. Vous avez quitté l'office. Vous êtes entré dans une pièce familiale. Vous avez mis la main sur une bassine d'eau de vaisselle qui est en train de ruiner le tapis de ma mère. Je nettoierai le tapis, votre grâce. Vous avez interrompu. Je le referai. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. La pièce devint très silencieuse. Le duc se pencha lentement en arrière dans son fauteuil. « Je vous demande pardon ?» Clara savait qu'elle devait baisser les yeux, s'excuser, être petite et silencieuse, comme une Souillon était censée l'être. Chaque jour des 2 dernières années le lui avait appris. Mais elle était si fatiguée et ses mains lui faisaient mal. Et quelque part à l'étage, une petite fille qui bégayait venait d'apprendre que les mots destinés à la briser avaient été entendus et contrés. « J'ai dit que je le referai, votre grâce. Vous pouvez me renvoyer à la vaisselle. Vous pouvez me mettre à la porte. Mais je ne resterai pas dans l'embrasure d'une porte à écouter une femme adulte écraser une enfant pour le crime de pleurer sa mère. Pas en français, ni dans aucune des 5 langues que je parle. Et si cela me coûte ma place, alors cela me coûte ma place. » Silence. L'horloge sur la cheminée sonna 7 fois. « Clara Compton, vous êtes la plus étrange Souillon d'Angleterre, » dit enfin le duc. « Je n'ai pas toujours été une Souillon, votre grâce. » Non. Ses yeux se portèrent un instant sur la carte marine au mur. « C'est ce que j'ai entendu. Il sait quelque chose, » pensa Clara. « Pas tout, mais quelque chose. » Le duc se leva, se dirigea vers le feu et le fixa. Quand il reparla, sa voix était différente, plus plate, comme s'il lisait à haute voix une page qu'il méprisait. « Ma sœur a eu 4 gouvernantes en 3 ans. La première l'a qualifiée de lente. La deuxième l'a qualifiée de sans espoir. La troisième a duré 11 jours. Vous avez vu la 4e. » Il fit une pause. « Béatrice avait 6 ans quand notre mère est morte. Elle était dans la voiture. Depuis ce jour, elle bégaye. Des fortunes ont été versées à des médecins. Ils prennent l'argent. Ils secouent la tête. Ils partent. » Clara ne dit rien. Parfois, le silence est la seule chose respectueuse qui reste. « Elle vous a demandé, » dit brusquement le duc. « Ce soir, elle n'a demandé personne depuis 3 ans. » Le souffle de Clara se coupa. « Votre grâce. Comprenez-moi bien, mademoiselle Whitfield. » Il se retourna et la froideur était revenue, comme une porte qui se ferme. « Je ne fais pas confiance aux femmes instruites. J'ai d'excellentes raisons qui ne vous regardent pas. Si cela ne tenait qu'à mon jugement, vous passeriez le reste de votre service dans cette maison au fond d'un évier. »« Alors il est heureux, » dit Clara, « que votre sœur ait un meilleur jugement. » Elle entendit la voix de Madame Puddle dans sa tête. « Ma fille, es-tu folle ?» Mais le duc n'explosa pas. Au lieu de cela, et Clara l'aurait juré devant n'importe quel tribunal d'Angleterre, le coin de sa bouche tressaillit. Ce fut parti en une demi-seconde, enfoui sous le granit. Mais c'était bien là. « Vous vous occuperez de Lady Béatrice 2 heures chaque après-midi, » dit-il. « Les lettres, le français, tout ce qui l'éloignera de la compagnie des imbéciles. Cet arrangement est temporaire, et il ne change rien d'autre. Vous restez une Souillon. Salaire de Souillon, chambre de Souillon. Vous utiliserez l'escalier de service, et vous ne parlerez pas de cela dans le hall des domestiques. Oui, votre grâce, c'est tout. » Elle était à la porte quand sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Whitfield, une dernière chose. » Il regardait la carte sur le mur. « L'erreur que vous avez trouvée, le récif.
Une pause. Était-il vraiment décalé de 2 degrés? 2 degrés et 4 minutes, votre grâce. Assez pour couler un navire. Quelque chose traversa son visage alors. Quelque chose de vieux et de brut, rapidement dissimulé. Cela n'arrivera plus, dit-il doucement. Et Clara eut l'étrange sentiment qu'il ne parlait pas du tout de la carte. Madame Renard partit avant le petit déjeuner dans une voiture de location. Le nez en l'air et la malle mal faite. L'histoire traversa le hall des domestiques comme une étincelle dans de la paille sèche. Au souper, il y en avait 9 versions. Et dans la meilleure, Clara avait maudit la française en 7 langues et jeté l'eau de vaisselle exprès. 7 langues, dit Milly, le souffle coupé d'admiration. 5, dit Clara. Noblesse déchue, dit sombrement Madame Puddle, et elle lui donna une tranche de jambon supplémentaire. Monsieur Arrow trouva Clara dans le couloir par la suite. Il lui serra chaleureusement la main dans les siennes. « J'ai entendu ce que vous avez fait pour la petite dame, dit-il. Que Dieu vous bénisse pour cela. Cet enfant n'a eu personne depuis la mort de sa mère. » Il secoua tristement sa tête argentée. « Cette maison a connu trop de chagrin, ma chère. La mère, puis la mère qui a pris le jeune maître. Que Dieu ait son âme. Certaines familles semblent marquées par le deuil. »« Le jeune maître ?» demanda Clara. « Le frère aîné de sa grâce. » Harrow soupira. « Disparu depuis 5 ans maintenant. Son navire a été perdu corps et bien. Cela a brisé le cœur du vieux duc. Il l'a suivi dans l'année. C'est ainsi que sa grâce a hérité du titre. Il n'en a jamais voulu. Pauvre homme. Il ne s'y attendait pas. Il lui tapota de nouveau la main. « Mais écoutez-moi, bavardez comme une lavandière. Allez vous reposer, mon enfant. Vous l'avez bien mérité. » Il s'éloigna dans le couloir, fredonnant doucement, saluant gentiment un laquais en passant. Un navire perdu corps et bien, pensa Clara. Il y a 5 ans. Le procès de son père avait eu lieu il y a 5 ans. Presque certainement une coïncidence. Des navires se perdaient chaque année. La mer était la mer. Presque certainement. Les leçons de Lady Béatrice commencèrent l'après-midi suivant dans le petit salon. La porte était convenablement ouverte et un laquais était posté à l'extérieur. L'enfant était assise, rigide sur le canapé, les mains jointes, les yeux baissés, prête pour la prochaine étrangère qui soupirerait devant elle, la corrigerait et l'abandonnerait. Clara ne fit rien de tout cela. Elle s'assit, ouvrit un livre de contes de fées français et commença simplement à lire à haute voix. Rien n'était exigé, rien n'était testé. Juste une histoire, une voix chaleureuse et la pluie sur les fenêtres. Au bout de 20 minutes, Béatrice s'était glissée le long du canapé pour voir les images. Au bout de 40, elle chuchota son premier mot. Encore. Le 3e jour, Clara lui apprit l'astuce que son propre père avait utilisée quand elle était petite et avait peur de réciter. Les mots sont comme des étoiles, ma petite. Ils sortent plus facilement dans le noir. Et elle souffla la bougie. Dans la pénombre douillette, Béatrice, en gloussant, répéta une phrase entière en français avec un seul petit accroc. Le 5e jour, Béatrice éclata de rire à une histoire sur un roi stupide. Le laquais à l'extérieur de la porte faillit laisser tomber son plateau. Car personne à Ravenmore Hall n'avait entendu ce son depuis 3 ans. Et le 7e jour, le duc vint. Il n'entra pas. Il se tint dans le couloir, juste au-delà de la lumière, et écouta sa petite sœur. Elle lisait le français lentement, attentivement, mais elle lisait. Clara, levant les yeux, vit son visage à travers l'entrebâillement de la porte. Elle détourna aussitôt le regard et fit semblant de ne pas avoir vu. Il y a des choses qu'un homme ne veut pas qu'on voie. Et le duc de Ravenmore, écoutant sa sœur rire, ressemblait à un homme debout dans les ruines de tous les murs qu'il avait jamais construits. C'est le 9e jour que Clara trouva les cahiers. Béatrice avait demandé, de sa petite voix hésitante et courageuse, s'il pouvait dessiner les constellations dont Clara lui parlait sans cesse. En cherchant du papier dans l'armoire du salon, Clara sortit une pile de vieux cahiers d'écoliers. Des cahiers d'exercice d'enfants, vieux de plusieurs années, aux couvertures ramollies par le temps. Elle ouvrit le premier, pour en arracher des pages blanches. Le nom sur la page de garde n'était pas celui de Béatrice. James Alexander Gray, son livre. Le frère disparu. L'écriture était celle d'un garçon, ronde et appliquée. Clara sourit tristement et tourna les pages. Des exercices de latin, des additions. Puis, dans les cahiers suivants, alors que la main vieillissait, des croquis de navires, des listes d'étoiles.
des problèmes de navigation. Travailler et retravailler avec l'ambition féroce d'un garçon dans chaque ligne. Il aimait la mer, pensa-t-elle. Il l'étudiait comme les élèves de papa. Elle aurait dû fermer le livre. Ce n'était pas à elle de le lire. Elle tourna une page de plus. C'était un exercice de navigation daté de l'année de sa mort. Une route tracée d'une main jeune et confiante, de Lisbonne vers l'Angleterre. Avec la position d'un récif marqué soigneusement en rouge. Et à côté, souligné 2 fois, une note. Les cartes du bureau de la compagnie indiquent ce récif à tort. Il faut le dire à papa. Des hommes pourraient mourir. Clara s'assit lentement sur le canapé, le cahier tremblant dans ses mains. Elle relut les coordonnées en rouge. Elle n'avait pas besoin de les vérifier. Elle avait passé 2 ans à fixer ces chiffres exacts dans une salle d'audience, sur une carte agrandie étiquetée « Pièce à conviction A », la carte qu'il jurait que son père avait falsifiée. Le récif que James Gray avait découvert était le même récif. L'erreur qui avait sali la réputation de son père était l'erreur que ce garçon avait trouvée et s'apprêtait à signaler. Et en quelques mois, James Gray était au fond de la mer, et son père était enchaîné. En bas, la grande cloche sonna pour le thé. Béatrice tira sur sa manche, disant quelque chose à propos de dessins d'étoiles. Clara n'entendit rien. Elle resta assise, figée, fixant l'écriture d'un garçon mort, tandis qu'une seule pensée emplissait le monde entier. Il savait, il allait le dire, et quelqu'un s'est assuré que ni lui ni mon père ne seraient jamais crus. Clara ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise près de sa petite fenêtre sous le toit. Le cahier de James Gray était caché sous son matelas. Elle assembla les pièces dans son esprit, comme son père lui avait appris à résoudre un problème de navigation. Lentement, ma chérie, une étoile à la fois. Étoile 1. Il y a 5 ans, un jeune héritier nommé James Gray a découvert que les cartes du bureau de la compagnie maritime de sa famille indiquaient un récif mortel au mauvais endroit. Il a écrit « Il faut le dire à papa, des hommes pourraient mourir. » Étoile 2. En quelques mois, le navire de James Gray a été perdu en mer corps et biens. Étoile 3. À la même saison, dans une salle d'audience de Londres, son père a été reconnu coupable d'avoir dessiné ces fausses cartes. Des cartes qu'il a juré jusqu'à son dernier souffle n'avoir jamais touchées. Étoile 4. La carte accrochée aujourd'hui dans le bureau du duc a été dessinée par la même main que les fausses. Elle y mettrait sa vie en jeu, ce qui signifiait que la main qui les avait dessinées n'appartenait pas à son père, qui était mort. Elle appartenait à quelqu'un de vivant, quelqu'un qui dessinait encore. Quelqu'un dont le travail était toujours accroché, digne de confiance et encadré, sur le mur du bureau du duc de Ravenmore. Quelqu'un dans cette maison, ou proche d'elle. Clara pressa son front contre la vitre froide et leva les yeux vers l'étoile polaire, fidèle et fixe au-dessus du grand chêne. « J'ai trouvé le fil, papa, » murmura-t-elle. « Maintenant, je tire. » Tirer, s'avéra-t-il, nécessitait du papier. Les anciens registres maritimes, les grands livres de la maison, les lettres. Une grande maison gardait tout, et Ravenmore Hall gardait tout dans la bibliothèque. Une vaste cathédrale de livres sur 2 étages où il était strictement interdit à Clara d'entrer. Alors elle y entra à minuit. C'est devenu sa routine secrète. Chaque nuit, lorsque la dernière bougie de l'aile des domestiques s'éteignait, Clara se glissait dans l'escalier de service en chaussons, un bout de bougie à la main. Elle entrait dans la bibliothèque par la petite porte derrière la tapisserie. Une porte que les femmes de chambre utilisaient pour le nettoyage et dont elle parlait librement. Nuit après nuit, elle parcourait les étagères, les registres maritimes, les copies reliées de la liste de Lloyd's. La correspondance de la compagnie Gray & Fils, vieille de 5 ans, classée dans des boîtes en cuir par un commis qui croyait en l'ordre. Et lentement, le tableau s'assombrit. Le navire qui avait sombré avec James Gray à bord, le Méridien, n'était pas en voyage d'agrément. Clara trouva la lettre qui le prouvait. James s'était rendu à Lisbonne pour inspecter personnellement les comptes étrangers de la compagnie, de sa propre initiative, malgré la forte opposition du bureau de Londres. Quelqu'un au bureau de Londres lui avait écrit 3 fois pour l'exhorter à ne pas y aller. La signature au bas de ces lettres était maculée par le temps, mais Clara n'avait pas besoin de la signature. Elle connaissait l'écriture. La petite boucle sur le chiffre 7, la rose des vents, penchant légèrement vers l'ouest, car même dans une lettre, l'homme ne pouvait résister à en esquisser une dans la marge. Comme certains hommes gribouillent leurs propres initiales.
La même main que les fausses cartes. La même main que la carte dans le bureau. La main d'un homme suppliant James Gray encore et encore. Ne regardez pas les comptes. Clara était assise dans le cercle de sa bougie, dans la maison endormie. Elle sentit le froid lui monter le long de la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. James n'était pas mort à cause d'une mauvaise carte. James était mort à cause de ce qu'il allait trouver. La carte n'était que l'arme du crime. Et son père avait été l'homme sur qui on l'avait accroché. Elle tendait la main vers la boîte de lettres suivante, quand une voix parla depuis l'obscurité au-dessus d'elle. « Je vous demanderai si vous volez des livres, mademoiselle Whitfield, mais vous semblez voler toute la correspondance de ma famille. » Le duc de Ravenmore se tenait à la balustrade de la galerie de la bibliothèque, en manche de chemise. Il tenait un livre à la main. Il était là, lisant dans le noir, comme un grand hibou solitaire, depuis qui sait combien de temps. Clara se leva si vite qu'elle faillit éteindre la bougie. « Votre grâce. »« Joe, l'accès à cette pièce vous est interdit. »« Oui. Vous semblez traiter mes instructions comme de simples suggestions. » Il descendit l'escalier en colimaçon sans se presser. L'esprit de Clara passa en revue ses options comme une femme cherchant les sorties dans une maison en feu. Mentir. Il le verrait, pleurer. Il la mépriserait. Dire la vérité. La vérité semblerait insensée. Les lettres de votre intendant correspondent aux cartes qui ont tué votre frère. Elle n'avait pas encore de preuves qui tiendraient à la lumière du jour. Pire, elle ne savait pas que c'était l'intendant. Les lettres n'étaient pas signées. À ses yeux, la main pouvait appartenir à n'importe quel commis, n'importe quel associé, n'importe lequel d'une douzaine d'hommes morts ou vivants. Accuser la mauvaise personne, et la bonne fermerait simplement le couvercle du cercueil sur la vérité pour toujours. Et sur elle. Alors Clara choisit l'option la plus dangereuse de toutes, la moitié de la vérité. « Je lisais des informations sur le Méridien », dit-elle. Le duc s'arrêta comme s'il avait heurté une vitre. Pendant un instant, quelque chose de terrible bougea derrière ses yeux. Le chagrin, les dents nues. Quand il parla, sa voix était douce, de la douceur de la glace fine. « Vous allez m'expliquer, dit-il, pourquoi le navire de mon frère est l'affaire de Massouillon. À cause de mon père, votre grâce. Votre père? Vous savez qui il était? Je l'ai vu sur votre visage le premier jour. Et vous ne m'avez jamais posé de questions sur ma famille. Une étrange retenue, chez un homme qui vérifie les références de ses palefreniers. » Clara leva le menton. « Mon père était le professeur Whitfield, l'homme reconnu coupable d'avoir dessiné les fausses cartes, l'homme que l'Angleterre blâme pour la mort de 8 marins. »« 9, dit le duc doucement. Mon frère fait 9. Le mot tomba entre eux comme une pierre dans un puits. Vous saviez qui j'étais, dit Clara, et vous m'avez laissé rester. Je vous ai laissé rester parce que ma sœur parle maintenant. Sa voix se durcit. Ne confondez pas cela avec de la confiance. J'ai passé 5 ans, mademoiselle Whitfield, à haïr le nom que vous portez. Je vous ai donné l'office parce que je ne pouvais pas regarder une femme instruite sans y voir la trahison. Et je ne pouvais pas entendre le nom de Whitfield sans voir le cercueil vide de mon frère. Et maintenant, je trouve cette femme, avec ce nom, fouillant dans les lettres de mon frère à minuit. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous mettre sur la route de Londres dans l'heure. Parce que mon père était innocent, dit Clara. Et je pense qu'une partie de vous le soupçonne déjà. Vous pensez que la carte dans votre bureau, quand je l'ai corrigée, vous n'avez pas demandé s'il y avait une erreur. Vous avez demandé son ampleur. Vous saviez déjà que vos cartes n'étaient pas fiables, votre grâce. Et un homme qui croirait vraiment que les tribunaux ont attrapé le faussaire coupable dormirait profondément. Vous lisez dans le noir à 2 heures du matin. Vous ne dormez pas profondément. Le silence dura si longtemps que la bougie vacilla. Vous auriez dû être avocate, dit enfin le duc, las. Que Dieu vienne en aide au tribunal. Il se dirigea vers la longue table, regarda ses rangées de notes bien ordonnées. Les dates, les listes de navigation, les fragments soigneusement copiés. Et Clara regarda son visage changer pendant qu'il lisait. Elle regarda la colère faire place, pouce par pouce, à quelque chose de plus froid et de plus effrayant. Le doute. « Mon frère m'a écrit avant Lisbonne », dit-il lentement, sans lever les yeux. Une phrase que je n'ai jamais comprise. Si quelque chose te parvient sur mes compétences de marin, petit frère, souviens-toi que je navigue d'après les étoiles, pas d'après le bureau. Sa mâchoire se serra. 3 mois plus tard, ils m'ont dit que sa mauvaise navigation avait mis le Méridien sur un récif. Et j'ai choisi de croire qu'il était devenu négligent.
Parce que l'alternative, il s'arrêta. Parce que l'alternative, dit doucement Clara, était que quelqu'un l'avait arrangé. Le duc leva les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, il la regarda. Non pas comme une servante, non pas comme une suspecte, 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 non pas comme une suspecte. Vous me rapporterez tout ce que vous trouverez, à moi et à nulle autre âme vivante. Et mademoiselle Whitfield, sa voix baissa, si c'est une tromperie, si vous êtes la fille de votre père de la manière dont l'Angleterre le croit, je ne vous enverrai pas à l'office. Je vous ensevelirai sous les procès jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Suis-je bien compris? Parfaitement, votre grâce. Et si je prouve que mon père est innocent, alors je m'agenouillerai sur sa tombe et je lui demanderai pardon moi-même. Il le dit sans hésitation, et le souffle de Clara se coupa, parce qu'il le pensait, et parce que dans ce monde tout gris, personne n'avait jamais offert au fantôme de son père ne serait-ce qu'une fleur. Eh bien, alors, réussit-elle à dire, nous ferions mieux de nous mettre au travail. Aucun d'eux ne remarqua, tout en haut, que la porte de la bibliothèque menant au couloir était entr'ouverte de la largeur d'une main, ni n'entendit les pas doux et prudents qui s'en éloignèrent dans le couloir sombre, sans se presser, comme un homme qui avait entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Clara sut que quelque chose n'allait pas dès qu'elle ouvrit sa porte le soir suivant. Rien ne manquait. Rien n'avait même été visiblement déplacé. Mais Clara avait passé 2 ans à posséder si peu qu'elle connaissait ses affaires comme un berger connaît son troupeau. Les lettres de son père, nouées d'un ruban, se trouvaient dans le tiroir à une largeur de doigt de l'endroit où elle les avait laissées. Le nœud du ruban était refait proprement, mais avec la boucle du mauvais côté. Et sous son matelas, le cahier de James Gray reposait une paume trop loin vers la gauche. Quelqu'un avait fouillé sa chambre, quelqu'un de patient, de prudent et d'habile. Quelqu'un qui avait tout lu et n'avait rien pris. Clara se tint très immobile dans la petite chambre froide, le cœur battant. Et elle comprit 2 choses avec une clarté absolue. La première, le faussaire savait pour elle. La seconde, elle n'avait aucune idée de qui il était, mais il savait maintenant exactement ce qu'elle avait trouvé. Dans le bureau de l'intendant au rez-de-chaussée, une lampe brûlait tard. Monsieur Edmund Harrow était assis à son bureau, écrivant de sa belle écriture soignée. La plume faisait un petit chuchotement sec dans le silence. Une rose des vents, dessinée par vieille habitude, décorait la marge de son buvard. On frappa. Un laquais entra avec le courrier du soir. Harrow sourit de son sourire de grand-père et remercia le garçon par son nom. Quand la porte se referma, le sourire resta, mais tout ce qui se trouvait derrière s'éteignit comme une bougie. Il prit une nouvelle feuille de papier, la data, et commença une lettre à sa grâce, le duc de Ravenmore. Le genre de lettre qu'un vieux serviteur loyal n'écrit qu'avec le cœur lourd, et seulement quand sa conscience ne lui laisse pas d'autre choix. Votre grâce, il m'est profondément pénible de vous importuner, mais j'ai appris quelque chose concernant la jeune femme récemment engagée dans cette maisonnée. Une chose que je ne peux plus en bonne conscience vous cacher. Avant qu'elle ne vienne à nous, j'ai fait certaines recherches, comme il est de mon devoir. J'avais espéré n'avoir jamais besoin des réponses. Son nom est Clara Whitfield. Elle est la fille du faussaire dont les fausses cartes ont envoyé le Méridien et votre défunt frère au fond de la mer.
Ce qu'une telle femme a l'intention de faire en s'insinuant dans la maison de votre grâce, dans les affections de votre sœur, et, me dit-on, dans votre bibliothèque privée à minuit, je n'ose le deviner, mais je le crains, votre grâce. Je le crains beaucoup. Votre obéissant et affligé serviteur. Et Harrow, il l'a relu 2 fois, fit une petite correction et la scella à la cire. Puis M. Harrow souffla la lampe et resta assis seul dans le noir. Il retournait une vieille pensée dans son esprit, comme un homme retourne une pièce de monnaie. La fille du professeur, après 5 années tranquilles. Eh bien, la mère prend ce qu'on lui donne. On peut toujours lui en donner un peu plus. La lettre reposait sur le bureau du duc au petit déjeuner, scellée de la cire soignée de l'intendant. Le duc la lut 2 fois. Puis il resta assis un long moment, très immobile. Il ne regardait pas la lettre, mais la carte marine sur le mur. « Il m'est profondément pénible de vous importuner. Elle est la fille du faussaire. Je le crains, votre grâce. Je le crains beaucoup. » En surface, c'était tout ce qu'une lettre de serviteur loyal devait être. Belle, affligée, protectrice. Et pourtant, le duc avait passé 5 ans dans des bureaux maritimes et des clubs de gentlemen. Il avait appris à reconnaître l'odeur particulière d'un homme qui dirige une conversation tout en prétendant être emporté par elle. Et quelque chose dans cette lettre dirigeait. Avant qu'elle ne vienne à nous, j'ai fait certaines recherches, comme il est de mon devoir. L'avait-il fait? Le duc se remémora. Clara Whitfield avait été engagée de manière ordinaire, une candidate désespérée parmi une douzaine, sur la recommandation de la gouvernante. Harrow avait à peine jeté un coup d'œil au papier, se souvint le duc, car il était lui-même dans le bureau ce matin-là. Et c'est lui qui avait remarqué les lettres de recommandation écrites d'une main trop fine pour une souillon, et il avait demandé d'un ton acide s'ils engageaient une gouvernante par erreur. Harrow avait ri et dit « Dois-je approfondir votre grâce ?» Et le duc avait dit « Non, l'office ne requiert pas le latin. » Et il avait cru que c'était tout. Alors, quand l'intendant avait-il fait ces certaines recherches? Et pourquoi un homme ferait-il des recherches sur une souillon, à moins que quelque chose chez elle ne l'ait effrayé dès le premier jour? Le duc plia lentement la lettre. 3 jours plus tôt, il l'aurait lue comme un acte de loyauté. Mais 3 jours plus tôt, il ne s'était pas tenu dans une bibliothèque à minuit. Il n'avait pas regardé une jeune femme étaler 5 ans de la correspondance de sa famille comme un chirurgien étalant la vérité. 3 jours plus tôt, il n'avait pas relu les mots de son frère « Je navigue d'après les étoiles, pas d'après le bureau ». Et il n'avait pas senti le sol se dérober sous tout ce qu'il croyait savoir. Le bureau. James n'avait pas écrit les cartes. Il avait écrit « le bureau ». Le duc sonna. Quand le laquais apparut, il lui tendit une note pliée une fois. Pour mademoiselle Whitfield, discrètement. La note disait seulement « Ils savent que vous cherchez. À partir d'aujourd'hui, nous cherchons plus vite. » Puis il convoqua Harrow, le remercia gravement pour sa vigilance. Il l'assura que l'affaire de la jeune Whitfield était sous son attention personnelle, et il observa avec la nouvelle patience d'un chasseur. L'éclair de frustration qui traversa le visage bienveillant du vieil homme, rapide comme un poisson sous la glace. « Te voilà », pensa le duc, gardant son propre visage impassible. « Qui que tu sois, te voilà. » Lady Vivian Castle arriva le jeudi avec 11 mâles, 2 chiens de salon et un sourire capable d'ouvrir un coffre-fort. C'était une veuve de 30 ans, riche à millions, belle comme le givre sur une fenêtre et beau. Et elle avait décidé, 2 saisons plus tôt, qu'elle serait la prochaine duchesse de Ravenmore. Elle arriva sans y être invitée, en compagnie de la tante du duc, ce qui la rendait impossible à renvoyer. Un jour, elle avait réarrangé le salon, critiqué la cuisinière et pris le commandement du calendrier social de la maison comme un amiral abordant une prise. « Cher Nathaniel, » annonça-t-elle au dîner, « votre maison est une tombe. Pas de musique, pas d'invités, pas de vie. Pas étonnant que l'enfant ne parle pas. À qui parlerait-elle? Je vais tout arranger. Nous commençons par un dîner. Le seigneur Alvarez est à Londres. Oui, l'Alvarez, la fortune maritime de Cadix. Et tout le monde se bat pour lui comme des mouettes pour une tête de poisson. Je l'ai obtenu pour samedi. » Elle sourit. Son sourire de coffre-fort. « Vous pourrez me remercier à votre guise. » Le duc posa son verre. « Vivien, votre grâce est trop aimable, » dit-elle à personne en particulier, et continua. Il fallut moins d'1 semaine à Lady Vivien pour remarquer 2 choses.
La première était que la petite Béatrice, qu'elle traitait avec l'affection vive et brusque qu'on accorde à un animal de compagnie gênant, ne s'animait que l'après-midi, dans le petit salon, avec une servante. La seconde était la façon dont les yeux du duc trouvaient cette même servante. Pas souvent, pas de manière évidente, mais Lady Vivian avait bâti toute sa vie en remarquant où allaient les yeux des hommes. Et les yeux de Nathaniel Gray, dans les moments de relâchement, allaient vers la grande fille silencieuse, aux mains gercées, comme si elle était une fenêtre dans une pièce fermée à clé. Vivian se renseigna auprès de sa femme de chambre, qui se renseigna dans le hall des domestiques. « Une fille de cuisine », répéta Vivian, et elle rit. Un rire sincèrement ravi, car tout cela était si absurde. Puis elle cessa de rire, car les choses absurdes, d'après son expérience, étaient les plus dangereuses. Cet après-midi-là, elle visita le petit salon, toute de soie et de douceur. Elle regarda Clara donner une leçon de français pendant 5 minutes. « Charmant », dit-elle à la fin à la pièce en général. « Béatrice, mon animal, va voir l'infirmière. » Et quand l'enfant fut parti, Lady Vivian tourna lentement autour de Clara. Comme un chat tourne autour de quelque chose sur lequel il a pris sa décision. « Vous êtes intelligente, dit Vivian agréablement. J'aime les femmes intelligentes, de loin. Alors, laissez-moi être gentil et vous dire comment cela se termine, ma chère. Les hommes comme Nathaniel s'amusent avec la nouveauté et épousent leur propre espèce. Vous êtes la nouveauté de cette saison. Je suis de son espèce. Quand je serai maîtresse de cette maison, et je le serai, je me souviendrai si vous avez été raisonnable. » Elle sourit. « L'office a besoin de vous. Je crois que ce sera tout. » Clara fit une révérence d'une correction parfaite, et dit d'une voix d'une douceur parfaite, « Bien sûr, madame, et si jamais vous souhaitez vérifier si les contrats du gentleman de Cadix disent bien ce que son traducteur prétend, l'office est en bas de l'escalier de service, première porte après la réserve de charbon. » Elle sortit, laissant Lady Vivian avec le sentiment désagréable d'avoir tiré une bordée sur un navire qui n'était tout simplement pas là où elle avait visé. Samedi arriva, et avec lui, le Seigneur Alvarez. Le dîner était le chef-d'œuvre de Lady Vivian. 2 douzaines d'invités, des fleurs de serre en février, l'argenterie de cérémonie. Tout le théâtre de la richesse anglaise jouait pour un public espagnol d'une seule personne, car le Seigneur Alvarez, propriétaire de la plus grande flotte marchande entre Cadix et les Amériques, choisissait un partenaire anglais pour ses nouvelles routes atlantiques. Quiconque le gagnait 10 ans de fortune. Et le duc de Ravenmore avait besoin de cette fortune. Clara le savait grâce au grand livre, mieux qu'il ne l'aurait souhaité. 5 ans de pertes discrètes, de petites fuites intelligentes et inexpliquées, comme une coque laissant entrer la mer une tasse à la fois. Cela avait laissé la grande maison riche en terre et affamée d'argent. La négociation devait avoir lieu pendant le dîner, à la manière des gentlemen, le propre traducteur du Seigneur Alvarez transmettant chaque mot. Le problème commença avec le plat de poisson. Clara, réquisitionnée pour le service parce que Lady Vivian voulait toutes les mains en livrée, remplissait les verres au buffet quand elle entendit le traducteur travailler. Le Seigneur Alvarez, dans un espagnol chaleureux et volubile, dit à sa grâce que j'admire la prudence chez un partenaire. Mon défunt père disait, l'homme qui se hâte de signer un contrat y cache quelque chose. Le traducteur, doucement en anglais, le Seigneur Alvarez dit qu'il est déçu par les retards, votre grâce. À Cadix, un gentleman signe quand les termes sont lus. Il commence à se demander si les maisons anglaises sont aussi solides que leur réputation. Clara faillit laisser tomber la carafe. Elle garda les yeux baissés et continua d'écouter. Et en 3 échanges, elle en fut certaine. Le traducteur ne faisait pas d'erreur. Les erreurs sont innocentes et vont dans toutes les directions. Celle-ci n'allait que dans une seule direction. Chaque courtoisie espagnole chaleureuse arrivait en anglais avec une pointe d'agressivité. Chaque réponse anglaise prudente arrivait en espagnol, en sonnant comme de la réticence ou une offense. Les 2 hommes, l'un désireux d'inspecter les comptes, l'autre fier de l'honneur de sa famille, étaient conduits phrase par phrase à s'insulter mutuellement. Quelqu'un ne voulait pas seulement que cette négociation échoue. Quelqu'un voulait que les 2 maisons se séparent en ennemis. Pour qu'elles ne comparent jamais leurs livres. Clara regarda la table scintillante. À l'autre bout, M. Harrow, inclus à table comme le sont parfois les vieux intendants bien-aimés, écoutait la traduction avec une expression de grave et douloureuse préoccupation.
et ses yeux, une seule fois, rencontrèrent ceux du traducteur. Cela dura une demi-seconde. C'était suffisant. Le seigneur Alvarez posa son couteau, le visage rouge, et se leva. Par l'intermédiaire du traducteur vinrent les mots. Le seigneur Alvarez regrette d'avoir perdu sa soirée. Il entendra de meilleures manières à Liverpool. Les chaises raclèrent. Le chef-d'œuvre de Lady Vivian commença à couler, corps et biens, et Clara Whitfield s'éloigna du buffet, entra dans la lumière des bougies et dit dans un espagnol fluide, courtois, aux accents de Cadix, « Seigneur, pardonnez l'audace d'une servante, mais avant de partir, vous n'avez pas entendu sa grâce ce soir. » Pas un seul de ces vrais mots. La pièce s'arrêta comme si elle avait été frappée. Alvarez se tourna, la fixa, répondit en espagnol, « Las. Et qui êtes-vous, señorita ?» Quelqu'un qui a entendu le proverbe de votre père atteindre cette table comme une insulte qui n'a jamais été prononcée. L'homme qui se hâte de signer un contrat y cache quelque chose. Vous l'avez dit pour louer la prudence de sa grâce. C'est arrivé comme une plainte sur les retards anglais. Clara se tourna vers le traducteur figé et continua agréablement en français. « Monsieur a été formé à Marseille, je pense. Votre espagnol est excellent. Votre loyauté, nous en discuterons tout à l'heure. Puis, au duc, en anglais. Votre grâce, le seigneur Alvarez a loué votre prudence 2 fois ce soir, et on lui a dit le contraire 2 fois. Puis-je? Le duc de Ravenmore la regarda, du bout de sa table scintillante, ruiné, sauvé. Et quelque chose comme le fantôme de ce sourire d'une demi-seconde traversa son visage. « Mademoiselle Whitfield, dit-il, la parole est à vous. » Ce qui suivit devint, des années plus tard, une de ces histoires que les vieux domestiques racontent aux nouveaux. Comment la Souillon se tint à la droite du duc pendant 2 heures entières. Elle mina la négociation en espagnol, en anglais, et quand le secrétaire génois d'Alvarez se joignit à la mêlée, en italien. Comment le faux traducteur tenta une dernière pirouette et fut corrigé gentiment en 3 langues devant toute la compagnie. Comment le vieux seigneur Alvarez rit jusqu'à en pleurer, baisa la main gercée de Clara comme un courtisan, et déclara qu'il signerait avec n'importe quelle maison assez sage pour garder une telle femme à polir son argenterie. Et comment, au bout de la table, Lady Vivian Castle sourit, d'un sourire, tandis que son chef-d'œuvre devenait la légende de quelqu'un d'autre. L'accord fut rédigé cette nuit-là même, avec une condition ajoutée par Alvarez lui-même, sa plume pointant en l'air vers le visage affligé de Harrow. Inspection mutuelle complète des comptes, des 2 maisons, dans le trimestre. Clara regarda le vieil intendant incliner la tête en signe d'accord gracieux. Elle regarda son sourire de grand-père rester parfaitement stable. Seule sa main bougeait, lissant le même coin de la nappe encore et encore. 5 fois, 6, 7. Le petit mouvement aveugle d'un homme dont l'esprit court loin, à travers les grands livres et les années, vers tout ce que cette inspection découvrirait. Maintenant vous avez peur, pensa Clara. Maintenant ça commence. Elle se trompait sur une chose. Ça avait déjà commencé. Clara monta dans sa petite chambre après minuit, les pieds endoloris, la tête encore bourdonnante d'espagnol et de lumière de bougie. Et du regard sur le visage du duc, ce regard qu'elle prenait soin de ne pas nommer, car nommer les choses leur donne du pouvoir. Dès qu'elle ouvrit sa porte, la nuit devint glaciale. Le tiroir était ouvert d'une largeur de doigt. Elle traversa la pièce en 2 pas et l'ouvrit en grand. Les lettres de son père reposaient dans leur ruban, aussi nettes que jamais, et elle sut, avant que ses mains tremblantes n'aient fini de compter. 1 fois, 2 fois, 3 fois à la lueur de la bougie, priant de s'être trompés. 11 lettres. Il y en avait toujours eu 12. Ils avaient pris la dernière. La lettre que son père avait écrite la nuit avant de mourir, d'une main affaiblie mais ferme. La lettre qu'elle connaissait par cœur comme d'autres femmes connaissent les psaumes. La lettre qui se terminait par « Souviens-toi, ma Clara, je n'ai jamais dessiné pour ce bureau, sauf une fois. Un relevé de port, il y a des années, pour rendre service à un collègue. S'il te laisse un jour voir les fausses cartes de près, cherche son habitude, pas la mienne. Il ne pouvait jamais résister à sa petite rose des vents. Sa preuve. La voix de son père. Le fil qui liait la main du faussaire à un homme vivant. Clara s'assit sur le bord du lit étroit, et le triomphe de la journée s'écoula d'elle, comme de l'eau dans le sable.
Et pour la première fois depuis la salle d'audience, depuis le cercueil, depuis l'office, Clara Whitfield mit son visage dans ses mains brutes et gercées et pleura. Elle n'entendit pas frapper. Elle n'entendit pas la porte. Elle entendit seulement, soudainement proche, soudainement douce, la dernière voix en Angleterre qu'elle s'attendait à trouver dans le grenier d'une servante à 1 heure du matin. « Mademoiselle Whitfield !» Le duc de Ravenmore se tenait dans l'embrasure de la porte, une bougie à la main. Les mots non dits de la soirée encore dans ses yeux. Des yeux qui virent le tiroir ouvert, le ruban éparpillé, son visage dévasté. Et s'assombrir comme la mer avant la tempête. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Clara s'essuya le visage avec le talon de sa main, honteuse de ses larmes, et trop fatiguée pour les cacher. Je ne sais pas, votre grâce. C'est tout le problème. Je ne sais jamais. Ils ont fouillé cette chambre il y a 2 semaines et n'ont rien pris. Ce soir, ils ont pris la seule chose qui comptait. Le duc entra, puis s'arrêta, soudain conscient de l'endroit où il se trouvait. Un duc n'entrait pas dans le grenier d'une servante à 1 heure du matin. Des réputations entières, des vies entières avaient été enterrées pour moins que ça. Il laissa la porte grande ouverte, posa sa bougie sur l'étagère, comme un homme déclarant ses intentions honnêtes, et resta debout, raide, près de la porte, ce qui, à sa manière, émut Clara plus que n'importe quel discours. « Parlez-moi de la lettre, dit-il. » Alors elle lui raconta. La dernière nuit de son père, la main qui s'affaiblissait, et la phrase qu'elle récita de mémoire, la voix plate pour ne pas trembler. « Je n'ai jamais dessiné pour ce bureau, sauf une fois. Une relevée de part, il y a des années, pour rendre service à un collègue. S'il te laisse un jour voir les fausses cartes de près, cherche son habitude, pas la mienne. Il ne pouvait jamais résister à sa petite rose des vents. » Le silence qui suivit avait une texture, comme un souffle retenu. « Une rose des vents », répéta lentement le duc. Les fausses cartes portaient une rose des vents dessinée. Toutes, votre grâce. Penchant légèrement vers l'ouest, je suis resté assise dans cette salle d'audience pendant 19 jours, et je les ai fixées jusqu'à les voir dans mon sommeil. L'accusation a appelé ça la signature de mon père. Sa voix se durcit. Mon père dessinait des roses des vents comme un mathématicien. Droite, simple. J'ai une centaine de ces cartes qui le prouvent et aucun tribunal qui s'en soucie. Et la carte dans mon bureau penche vers l'ouest. Votre grâce. Le duc resta silencieux un long moment. Le vent pressait contre la petite fenêtre. Loin en dessous, la grande maison était sombre. Vous réalisez ce que vous êtes en train de dire, dit-il enfin. Cette carte a été achetée par le bureau de ma propre compagnie. Si la même main l'a dessinée, alors le faussaire n'est pas un étranger qui a un jour croisé les affaires de ma famille. Il est à l'intérieur. Il était à l'intérieur il y a 5 ans, et il est à l'intérieur ce soir. Dans ma maison, ouvrant des tiroirs 3 étages au-dessus de ma tête. Sa mâchoire se serra. Donnez-moi un nom, mademoiselle Whitfield. Vous êtes dans mes archives depuis des semaines. Vous devez soupçonner quelqu'un. Et voilà. Le bord de la falaise vers lequel elle marchait toute la nuit. Dis-le, la pressa une partie d'elle. Harrow. Les lettres suppliant James de ne pas naviguer. Le regard au traducteur. La rose des vents sur son buvard. Tu l'as vue par la porte de son bureau de tes propres yeux. Mais l'autre partie, la fille de son père, celle qui avait vu un tribunal condamner un homme bon sur des suppositions confiantes, la retint. Un gribouillage aperçu par une porte. Un contact visuel d'une demi-seconde. Des lettres que n'importe quel commis aurait pu écrire. Si elle accusait l'homme le plus aimé de la maisonnée et ne pouvait pas le prouver, elle serait la vipère. Elle serait sur la route de Londres avant midi. Et le faussaire passerait un mois confortable à brûler tous les papiers qu'elle n'avait pas encore trouvés. « Je soupçonne tout le monde, votre grâce, dit-elle. C'est pourquoi je ne calomnierai personne. Mon père a été détruit par des gens qui étaient presque sûrs. Quand je vous donnerai un nom, il sera cloué à une preuve qu'aucun homme vivant ne pourra arracher. Jusque-là, elle croisa son regard. Ne faites confiance à personne dans cette maison. Pas à votre plus vieil ami, pas à votre plus gentil serviteur. Personne. Quelque chose vacilla sur le visage du duc, comme si les mots avaient effleuré une pensée qu'il ne s'était pas encore autorisé à avoir. « Vous vous incluez dans cette liste, je suppose, » dit-il sèchement. « Surtout moi-même. Je suis la fille du faussaire le plus célèbre d'Angleterre. Je me surveillerai comme le lait sur le feu. » Et le duc de Ravenmore rit. C'était un rire rouillé et court,
et il le surprit clairement plus que quiconque. Le rire d'une machine qui n'a pas été utilisée depuis des années. Mais c'était un vrai rire, dans un grenier froid à 1 heure du matin, et Clara le sentit dans sa poitrine comme une cloche qui sonne. « Dormez, mademoiselle Whitfield, dit-il, retrouvant son granit avec un effort visible et ramassant sa bougie. Demain, nous tendrons un piège à un homme que nous ne pouvons pas nommer. Je n'ai aucune idée de comment on fait une telle chose, mais j'imagine que vous me le direz. » Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, sans se retourner, d'une voix tout à fait différente. « Ce soir, à cette table, j'ai vu des diplomates échouer là où vous avez réussi entre le poisson et le pudding. Mon frère vous aurait adoré. » Une pause, une demi-seconde de trop. « Bonne nuit. » Puis il fut parti. Ses bottes silencieuses dans l'escalier de service. Un duc descendant d'un grenier, ayant dit considérablement plus qu'il n'en avait l'intention. Clara resta assise un long moment. « Ne me nomme pas, se dit-elle. Nommer les choses leur donne du pouvoir. » Mais 3 étages plus bas, un homme marchait vers son bureau, se répétant précisément les mêmes mots, et réussissant tout aussi mal à y obéir. Le piège qu'ils construisirent était simple, comme le sont les meilleurs pièges. Le duc fit savoir nonchalamment au petit déjeuner, à portée d'oreille de Harrow, de Lady Vivian et de la moitié de la maisonnée, qu'en préparation de l'inspection des comptes du seigneur Alvarez, il avait demandé à un ami discret chez Lloyd's de rassembler le dossier complet du Méridien. Manifestes, papiers d'assurance et rapports de sauvetage de l'épave. Les papiers, mentionna-t-il, arriveraient par le courrier de vendredi. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait que vendredi. Et tous les yeux de la maisonnée, ce vendredi-là, observant qu'il ne pourrait pas se tenir à l'écart du courrier. Mais Clara avait un deuxième fil à tirer, et celui-ci était le sien. Béatrice, qui suivait maintenant Clara comme un petit fantôme dévoué, lui avait montré où le reste des affaires de James était gardé. 2 malles dans le grenier nord, scellés depuis la cérémonie commémorative. Le duc les déverrouilla lui-même le mercredi soir, en secret. Avec l'air d'un homme ouvrant une tombe. À l'intérieur reposait la vie d'un jeune homme. Des bottes de mer, un sextant en velours vert, des lettres d'une jeune Portugaise nouées d'une ficelle, que le duc mit de côté sans les lire, très doucement. Et au fond, des journaux de bord, des années de journaux de bord. Car James Gray, s'avéra-t-il, tenait un journal de navigateur depuis l'enfance. Chaque voyage, chaque ciel nocturne, chaque relevé d'étoiles travaillé de sa main ronde et confiante. « Il m'a écrit pendant tout le voyage aller », dit doucement le duc, agenouillé près de la malle. « Lisbonne, et avant cela Vigo. » Puis plus rien pendant 3 semaines. Et puis la dernière lettre. Il la sortit de la poche de sa veste, et Clara comprit qu'elle y avait vécu pendant 5 ans. Postée de Lisbonne la veille du départ du Méridien pour l'Angleterre. La lettre d'un homme que je n'ai pas reconnu. Clara la lut à la lueur de la bougie. Elle était courte, raide. Affaire conclue de manière satisfaisante. Départ à la marée du matin, temps clair. Mais respect à père. D'un frère dont les autres lettres faisaient 6 pages et se terminaient par des blagues. Pas de blagues, pas de jeune portugaise, pas d'étoiles. Tout le monde a dit que le chagrin joue des tours, dit le duc. Que les hommes écrivent des lettres courtes quand ils ont hâte de rentrer chez eux. Pendant 5 ans, je me suis dit. Il s'arrêta. Lisez la dernière ligne. Clara la lut à haute voix. La nuit dernière, l'étoile polaire se tenait haute et accueillante au-dessus de l'entrée du port, et je l'ai prise pour une bénédiction sur le voyage de retour. Elle fronça les sourcils. Elle la relut, et le monde bascula. Votre grâce. Sa voix sortit étrangement. Quelle était la date de cette lettre? Le 4 novembre. Pourquoi? Mais Clara descendait déjà les escaliers du grenier, traversait les couloirs endormis, entrait dans la bibliothèque, vers la longue table où les journaux de bord d'enfance de James étaient empilés. Le duc la suivait de près, portant la bougie et demandant avec une alarme croissante ce qui n'allait pas. L'étoile polaire, votre grâce. Elle fit pivoter un journal de bord vers lui. Des pages de relevé d'étoiles soignées d'un garçon. Votre frère a fait son premier relevé d'étoiles à 11 ans. Regardez. Il vérifie la hauteur de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon, comme d'autres hommes vérifient leur montre de poche. C'était une blague entre lui et le ciel. Elle leva les yeux. L'étoile polaire est basse au-dessus de Lisbonne. À peine un tiers du chemin vers le zénith. Tous les marins qui contournent l'Ibérie le remarquent.
Elle ne peut pas se tenir haute et accueillante au-dessus du port de Lisbonne. Pas le 4 novembre. Pas une seule nuit depuis la création du monde. Un garçon qui a rempli ses journaux de bord ne pourrait pas plus écrire cette phrase que vous ne pourriez oublier votre propre nom. La bougie trembla. C'était la main du duc. Le chagrin joue des tours, dit-il d'une voix rauque, s'accrochant à la vieille rambarde. Une erreur de plume. Un homme peut se tromper de date sur une lettre, votre grâce. Il peut mal orthographier un port. Il ne met pas l'étoile polaire dans le mauvais ciel. Pas cet homme. Elle posa son doigt sur l'écriture ronde du garçon. Soit votre frère a écrit cette ligne comme un avertissement, priant pour que quelqu'un le remarque. Soit mon frère n'a jamais écrit cette lettre du tout, termina le duc d'une voix qui ressemblait à quelque chose qui se brise. Et quelqu'un avait besoin que le monde croie qu'il était rentré à bord du Méridien. Ils se regardèrent fixement par-dessus la bougie, par-dessus les journaux de bord, par-dessus les décombres de 5 années bien établies. S'il n'était pas à bord, dit lentement le duc, forçant les mots à sortir un par un, comme si chacun lui coûtait, alors soit il était mort avant qu'elle ne parte, soit... Il ne pouvait pas le dire. 5 ans d'un cercueil, d'une pierre dans le cimetière, d'un titre qu'il n'avait jamais voulu. Aucun homme n'ose espérer contre tout cela à voix haute. Clara le dit pour lui, doucement, comme son père lui donnait la réponse qu'elle avait peur de se donner. Soit la mère ne l'a jamais pris du tout. L'horloge sonna 2 heures. Aucun d'eux ne l'entendit. Et aucun d'eux ne vit, dans le couloir sombre, une ombre se détacher des ombres plus profondes près de la porte, où elle s'était tenue immobile pendant un long moment, et s'éloigner vers l'escalier de l'intendant, silencieuse comme le chagrin. Son visage de grand-père illisible dans le noir. Clara se réveilla 3 heures plus tard, des poings martelant sa porte. C'était Milly, blanche comme son tablier, à moitié en larmes. « Clara, Clara, lève-toi. Tu dois venir. » Ils disent. « Oh, Clara, ils sont dans ta chambre tous les jours. »« Je leur ai dit que tu ne ferais jamais. »« Milly, que s'est-il passé? Les émeraudes de Lady Vivian, disparues de son coffret à bijoux la nuit dernière. Et Monsieur Harrow a dit que c'était son triste devoir. Et la femme de chambre de sa seigneurie a insisté. » Le visage de la jeune fille se décomposa. « Clara, toute la maisonnée va être fouillée. Et il commence par les greniers. Il commence par toi. » Clara se tenait dans la lumière grise de l'aube et devint très calme et très froide. Les lettres, il les avait volées de son tiroir en secret. Cette fois, ils avaient laissé quelque chose derrière eux. Elle les entendit déjà dans les escaliers. Le pas lourd de la gouvernante, celui, empressé, de la femme de chambre de Vivien. Et derrière eux, sans se presser, bienveillant, affligé, les pas doux de M. Edmund Harrow. Clara regarda une fois son lit étroit. Et elle sut, comme on connaît la fin d'une histoire qu'on a déjà entendue, exactement ce qu'ils allaient trouver sous le matelas, et exactement quelle main prudente, patiente et gantée l'y avait mis. Ils trouvèrent les émeraudes exactement là où Clara savait qu'elles seraient. La gouvernante souleva le mince matelas, et là, elle reposait contre les lattes du lit. Les fameuses émeraudes Castle Rig de Lady Vivian, enroulées comme un serpent vert, captant la lumière grise du matin. La femme de chambre de Vivian poussa un petit cri de triomphe, qu'elle n'essaya même pas de déguiser en détresse. Clara se tenait près de la fenêtre, en chemise de nuit et châle, et ne dit rien du tout. Que pouvait-elle dire? « Je suis innocente », les mots que son père avait prononcés devant un tribunal pendant 19 jours. Et le tribunal les avait mangés comme du pain. Oh, mon cher enfant! Monsieur Harrow se tenait dans l'embrasure de la porte, sa tête argentée inclinée, son visage bienveillant un portrait de chagrin. Il s'était positionné, remarqua Clara, avec l'étrange clarté du désastre, de sorte que tout le monde dans le couloir puisse voir sa peine. « Mon cher, cher enfant, qu'as-tu fait? »« Qu'avez-vous fait ?» pensa Clara. « Pas ce n'est pas possible. Pas il doit y avoir une erreur. » L'homme le plus gentil de la maison, et le seul qui ne semblait pas surpris. « Je voudrais m'habiller, » dit Clara doucement. « Je descendrai moi-même. Vous n'avez pas besoin de me tenir les bras. » Ils lui tinrent les bras quand même. L'audience, car c'en était une, bien que personne ne l'appelât ainsi, eut lieu dans le grand hall à 10 heures. Et Lady Vivian s'était assurée de son public. La maisonnée était assemblée le long des murs. Laquais, servantes, la cuisinière, les palefreniers. Vivian était assise près du feu en soie ambrée, tamponnant des yeux secs.
Harrow se tenait à l'épaule du duc, l'image même d'un vieil homme brisé par son devoir. Et le duc de Ravenmore était assis derrière la longue table avec un visage que Clara n'avait jamais vu auparavant. Pas le granit des premiers jours, pas la chaleur réticente de la bibliothèque. Quelque chose de pire. Un visage avec les portes verrouillées et les volets fermés. Une maison prétendant que personne n'y habite. « Regarde-moi » lui ordonna mentalement Clara. « Tu sais ce que c'est. Tu l'as dit toi-même. Quelqu'un est à l'intérieur de ta maison. Regarde-moi. » Il ne la regarda pas. Les preuves furent présentées. Elles étaient belles, de la beauté d'un piège bien fait. Les émeraudes sous son matelas. Sa présence attestée dans le couloir devant les chambres de Lady Vivian la veille au soir. Vrai, car elle était passée en portant le peignoir reprisé de Béatrice. Le témoignage de la femme de chambre de Vivian, selon lequel la jeune fille avait été vue étudiant le coffret à bijoux de sa seigneurie avec un œil envieux. Et puis Harrow, réticent, affligé, produisant la pièce maîtresse. « Il m'est pénible au-delà des mots, votre grâce, mais en toute justice, je ne peux le retenir. » Il posa un papier sur la table. Une demande de renseignement que j'ai reçue le mois dernier d'un prêteur sur gage de Cheapside. Il demandait des informations sur le caractère d'une certaine Clara Whitfield. Qui l'avait approché, écrit-il, cherchant à emprunter 60 livres à n'importe quel taux d'intérêt. J'avais espéré, j'avais prié que la pauvre enfant vienne à moi à la place. Sa voix vacilla artistiquement. Le désespoir, votre grâce, fait faire des choses terribles même aux natures les plus nobles. C'était magistral. Clara l'admira presque. Il n'y avait pas de prêteur sur gage, bien sûr. Il n'y aurait qu'une lettre sur du vrai papier d'une vraie firme. L'homme falsifiait des documents qui survivaient aux tribunaux depuis avant sa naissance. Chaque issue de secours avait été inspectée et murée. Nier la dette, sa parole contre un document écrit. Expliquer le couloir. Elle y était. Accuser Harrow. Une servante de grenier prise avec des émeraudes sous son lit, jetant de la boue sur le serviteur le plus aimé du comté. Non seulement cela échouerait, mais cela sonnerait comme la preuve d'une âme pourrie. La voix de son père, d'il y a longtemps, de l'autre côté de la barre d'un tribunal. Ils n'ont pas construit un dossier, Clara. Ils ont construit une histoire. Et les gens choisiront toujours une bonne histoire plutôt qu'une vraie. Avez-vous quelque chose à dire ? Demanda le duc. Sa voix était égale, et d'une froideur étrangère, et dirigée vers un point légèrement à gauche de son visage. Clara le regarda un long moment. Elle pouvait sentir toute la pièce attendre qu'elle pleure, qu'elle supplie, qu'elle proteste. Le théâtre naturel des coupables et des innocents, et inutile dans les deux cas. Et elle comprit, avec un calme qui était presque de la paix, que ce piège n'avait jamais vraiment été construit pour elle. Il était construit pour lui. Toute sa géométrie cruelle existait pour placer le duc de Ravenmore devant sa maisonnée, sa tante, sa future épouse, et le souvenir de la dernière femme instruite qui l'avait trahi. Et le forcer à choisir Clara contre tout cela, sur rien d'autre que la foi. 5 semaines plus tôt, cet homme ne faisait pas assez confiance aux femmes instruites pour en laisser une enseigner l'alphabet à sa sœur. C'est trop tôt, pensa-t-elle en regardant son visage fermé. Il y est presque, mais c'est trop tôt. Si je le force à choisir aujourd'hui, je le perds. Et si je le perds, mon père reste un faussaire pour toujours, et James Gray reste au fond d'une mer qu'il n'a peut-être jamais naviguée. Alors Clara Whitfield choisit le seul coup qui lui restait sur l'échiquier. Elle recula pour ne donner au piège rien à refermer. « Seulement ceci, votre grâce », dit-elle d'une voix qui porta clairement jusqu'au mur. « Au procès de mon père, les preuves étaient également parfaites. Des preuves parfaites demandent beaucoup de travail, beaucoup d'habileté et beaucoup de préméditation. L'innocence, d'après mon expérience, n'est jamais aussi bien organisée. » Elle tourna ses yeux, juste ses yeux, vers le feu. Mes compliments à l'artisan. Il n'est pas devenu plus paresseux en 5 ans. Pendant un instant, moins d'une demi-seconde, le chagrin sur le visage d'Edmund Harrow vacilla. Pas en peur, en quelque chose de bien pire, de l'amusement. Puis il disparut, et le duc parlait de cette voix d'étranger, les mots que tout le monde s'était rassemblé pour entendre. Renvoyé du service. Par considération chrétienne, aucune charge retenue. Parti du domaine avant midi, pour ne jamais revenir. La maisonnée expira. Vivian tamponna ses yeux secs. Quelque part à l'arrière, Milly sanglotait bruyamment dans son tablier. Et la cuisinière serrait l'épaule de la jeune fille
avec un visage comme un poing fermé. Clara fit une révérence correcte, gracieuse, à la profondeur exacte, due à un duc par une souillon. Sortit du grand hall, la colonne vertébrale droite et la tête haute, passant devant la soie, devant la livrée, devant 5 semaines d'une vie qui était presque devenue digne d'être vécue. Elle était à la porte, quand elle entendit, tout en haut, un son qui finit par briser net son calme. Depuis la balustrade de la galerie, retenue par son infirmière, Béatrice criait son nom, et les mots de l'enfant, projetés dans le hall encore et encore devant toute la maisonnée assemblée, sortirent entiers, clairs et sans un seul accroc. « Elle ne l'a pas fait! Elle ne l'a pas fait, Nathaniel! » Elle ne l'a pas fait. 3 ans de silence, enfin brisés, dépensés pour la défense de Clara, et dépensés en vain. Clara ne se retourna pas. Si elle se retournait, elle se briserait. Elle fixa ses yeux sur le rectangle gris de lumière du jour devant elle et marcha. Tandis que derrière elle, la voix nouvellement retrouvée d'une petite fille se brisait sur le nom de son frère. La pluie commença avant qu'elle n'atteigne les grilles du domaine. C'était la pluie froide, pénétrante et patiente d'un automne anglais. Une pluie qui ne tombe pas sur vous, mais s'installe dans vos os et commence à payer un loyer. Clara marchait. Un petit sac, 2 ans de ruine, 5 semaines d'espoir, 11 lettres et aucun toit au monde. Elle entendit les pas derrière elle sur le gravier et les reconnut avant de se retourner. Ce pas doux, sans hâte, bienveillant. Monsieur Edmund Harrow se tenait sous un grand parapluie noir, lui en tendant un second comme une bénédiction. Le parfait serviteur jusqu'au bout. Personne, en regardant depuis la maison, ne verrait autre chose que le vieil Harrow, trop bon pour ce monde, faisant preuve de pitié envers une fille déchue. « Vous en aurez besoin, mon enfant, » dit-il doucement. « La route est longue jusqu'au village. » Clara regarda le parapluie et ne le prit pas. « Vous savez, » continua Harrow, de la même voix chaude, inclinant sa tête argentée, « je suis vraiment désolé que nous en soyons arrivés là. Je ne vous veux aucun mal. Je veux que vous le compreniez. Vous êtes une jeune femme remarquable, gâchée, totalement gâchée par l'honnêteté. » Il soupira, et la pluie goûtait des baleines du parapluie entre eux. « Mais vous n'arrêtiez pas de tirer, ma chère. D'où vous vient donc cette incapacité fatale à laisser un fil tranquille ?» Et puis, se penchant légèrement, baissant la voix au registre d'un homme réconfortant les endeuillés, Edmund Harrow sourit de son sourire de grand-père et dit « Votre père était tout aussi têtu. » La pluie continuait de tomber. Quelque part, un corbeau croassa une fois. Il l'avait dit doucement. Il l'avait dit avec affection. Et il l'avait dit avec les mots exacts, les mots singuliers exacts, que les oreilles de Clara, alors âgée de 16 ans, avaient entendus dans une salle d'audience de Londres le 7e jour du procès de son père. Quand une voix depuis la galerie du public les avait murmurés juste assez fort pour atteindre le banc des accusés. L'homme était tout aussi têtu. Elle s'était retournée alors, une jeune fille se penchant par-dessus le bonnet noir de sa tante, et n'avait vu que des chapeaux, des épaules, et une mère d'étrangers venue regarder un homme bon se noyer. Harrow observa son visage avec des yeux vifs, patients, terriblement gentils. Il regarda la reconnaissance s'installer, et Clara comprit qu'il avait choisi les mots délibérément. Et les avait prononcés délibérément ici, après les grilles, sous la pluie, où il n'y avait pas une seule âme vivante pour entendre. Ce n'était pas un lapsus, c'était une signature, c'était l'artisan, seul, avec la seule personne vivante capable d'apprécier son travail, s'autorisant une petite, exquise révérence. « Bon voyage, mademoiselle Whitfield », dit l'intendant de Ravenmore Hall, pressant le parapluie dans sa main engourdie, et repliant ses doigts autour de la poignée avec un soin paternel. « Transmettez mes salutations à Londres. Je l'ai bien connu autrefois. L'Old Bailey surtout. Une si belle acoustique. » Il se retourna et repartit vers la grande maison, sans se presser, sous la pluie, fredonnant doucement. Un vieil homme, aimé de tous, rentrant chez lui au coin du feu. Clara resta seule sur la route, le parapluie à la main et la pluie sur le visage. Et à l'intérieur d'elle, sous la ruine, sous le chagrin, sous le froid, quelque chose qui se pliait depuis 5 longues années finit doucement de se briser. Ou peut-être, elle ne pouvait pas encore le dire, les deux se ressemblent tellement au début, finit doucement de se transformer en acier. Il était là, il a regardé papa se noyer.
Et il est venu me regarder me noyer. Et il n'a pas pu résister à me le dire. Et ça, Monsieur Harrow, c'était votre première erreur en 5 ans. Parce que maintenant, je ne cherche pas une main anonyme sur une carte. Maintenant, je vous traque. Landress, reprit Clara, comme la mère reprend une pierre, sans s'en apercevoir. Elle trouva un lit dans une pension de Lambeth, dans une chambre partagée avec une couturière qui parlait dans son sommeil. Et elle s'accorda exactement une nuit de chagrin. Elle resta allongée dans le noir et laissa tout venir. Son père, la pluie, la voix de Béatrice se brisant sur le nom du duc, les yeux du duc fixés sur un point juste à gauche de son visage. Une nuit, jusqu'à l'aube. Puis elle se leva, se lava le visage à l'eau froide et partit à la chasse. Son premier arrêt fut une porte étroite près de Chancery Lane. La plaque de cuivre indiquait « Pemberton et Rice avoués ». Un jeune commis aux doigts tachés d'encre leva les yeux de son bureau, devint blanc et renversa son propre encrier. Mademoiselle Whitfield. Thomas Fairley avait été l'élève le plus pauvre et le plus dévoué de son père. Le fils d'un commerçant que le professeur avait instruit gratuitement. Parce que le garçon avait la bosse des maths et des trous dans ses bottes, il était maintenant copiste dans les tribunaux mêmes qui avaient détruit son maître. Mademoiselle Whitfield, est-ce vraiment... Mon Dieu, asseyez-vous. Vous avez l'air. Que s'est-il passé? Thomas, dit Clara, vous m'avez dit un jour que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je n'avais qu'à demander. Je demande, j'ai besoin de tout ce que ce bâtiment peut me donner sur le procès de mon père. Et ensuite, j'ai besoin de quelque chose de plus difficile. Elle posa ses mains à plat sur son bureau pour les empêcher de trembler. J'ai besoin de découvrir qui était un homme avant qu'il ne devienne ce qu'il est. Il leur fallut 9 jours. 9 jours où Thomas supplia les archivistes de lui rendre service. Où Clara lisait dans la galerie publique des archives, son chapeau baissé. De bouts de bougies, de tourtes froides et de listes de noms barrés un par un. Les papiers du procès vinrent en premier. Thomas sortit les pièces à conviction des archives sous une montagne de travail de copies légitimes, les mains tremblantes. Et pour la première fois en 5 ans, Clara regarda les fausses cartes qui avaient tué son père. Pas de l'autre côté d'une salle d'audience, de près, la petite rose des vents, penchant vers l'ouest sur chaque feuille. Maintenant, dit-elle doucement, nous trouvons ta jumelle. Car une main, son père le lui avait appris, est toute l'histoire d'une vie écrite en petit. Et cette main avait une histoire. Les cartes étaient des faux, mais ce n'était pas un travail d'amateur. Les côtes étaient dessinées par un professionnel, les sondages espacés par un professionnel. Le faussaire avait été formé quelque part, il y a des décennies, dans un bureau naval ou un atelier de cartographe. Un jeune homme avait appris à dessiner l'eau. Et les jeunes hommes qui apprennent à dessiner l'eau laissent des traces. Ils le trouvèrent le 9e jour, dans les registres poussiéreux d'un bureau de cartographie de l'Amirauté, aujourd'hui disparu, dans une entrée vieille de 51 ans, âgé de 15 ans, une main des plus prometteuses. Et 11 ans plus tard, dans un autre registre, à l'encre plus foncée, U.H. Harlow, dessinateur de première classe, renvoyé, altération découverte dans les copies au propre des relevés de la Manche, somme d'argent prise aux entrepreneurs du bureau en échange. Non poursuivi par la grâce du service de son défunt père. Certificat de moralité refusé. Harlow, un homme ne prend même pas la peine de laisser complètement son ancien nom derrière lui. Il ponce simplement une lettre, comme il pourrait poncer une date sur une carte. Non poursuivi, souffla Thomas, lisant par-dessus son épaule. Ils l'ont juste laissé partir avec cette formation. Avec cette formation, dit Clara. Et une rancune. Et pas de certificat de moralité. Donc aucun bureau honnête ne l'aurait engagé. Alors il a cessé d'être dessinateur et est devenu serviteur. Garçon de majordome, commis, intendant, respectable, invisible et patient. Elle fixa la signature vieille de 50 ans, la boucle confiante de la plume du jeune Harlow, et sentit la dernière pièce se mettre en place si silencieusement que cela l'effraya. Thomas, regarde la signature. Regarde ce qu'il a dessiné à côté. Dans la marge, à côté de son serment d'apprenti, un garçon de 15 ans se pavanant devant l'officier examinateur, fier de sa main prometteuse, avait esquissé une minuscule et parfaite rose des vents, penchant légèrement vers l'ouest. Mais ce fut la deuxième découverte qui arrêta son cœur. Elle venait des propres papiers de son père.
la pitoyable boîte d'effets que la prison avait rendue, que Clara avait transportée dans toutes les pensions de Londres sans jamais avoir la force de la trier. Maintenant, elle la triait, les yeux secs, à la lueur de la lampe de Thomas. Et dans un vieil agenda, vieux de 22 ans, de la main jeune et confiante de son père, elle le trouva. Mardi. Relevé des approches aide du port pour l'employeur de Harrow. Gracieusement. UH. En difficulté à nouveau. L'homme gâche une belle main sur des bêtises, mais je ne peux pas voir le fils d'un ancien camarade sombrer. Il était pathétiquement reconnaissant. NB. Il a insisté pour garder mes feuilles de travail en souvenir. Drôle de type. Bon cœur, je pense, au fond. Il a insisté pour garder mes feuilles de travail. Clara resta très immobile. C'est pourquoi, de tous les cartographes d'Angleterre, c'est pourquoi son père, un professeur de marine sans lien avec Gray et fils, avait été choisi pour la destruction. Pas au hasard, pas seulement par commodité. Harrow avait conservé de véritables feuilles de travail de la propre main du professeur Whitfield pendant 22 ans. Papier, encre, notation. La matière première à partir de laquelle un faussaire patient pouvait créer des originaux qu'aucun expert ne contesterait. Son père avait signé son propre arrêt de mort par un acte de charité, et l'homme l'avait classé pendant 2 décennies. Comme une araignée classe tout ce qui atterrit dans sa toile. Bon cœur, je pense, au fond. « Oh, papa !» murmura Clara, et pendant un instant, les archives devinrent floues. « Tu n'as jamais su lire les gens, seulement les étoiles. » Thomas écrivait déjà vite, sa main de commis volant. Date, registre, renvoi, l'agenda, les dossiers d'apprentis, les roses des vents jumelles. Une chaîne de preuves avec 51 ans de maillon. « C'est suffisant !» dit-il avec ferveur. « Mademoiselle Whitfield, Clara, c'est suffisant. Cela va devant un magistrat, et aucune histoire au monde ne peut y résister. Quand pouvez-vous » Il leva les yeux et s'arrêta. Clara fixait le mur, et son visage était devenu gris. « Thomas, dit-elle lentement, les fausses cartes ont détruit mon père parce que Harrow a gardé ses feuilles de travail et en a fait des originaux. C'est toute la méthode de l'homme. Il ne construit jamais un mensonge à partir de rien. Il le construit à partir de quelque chose de vrai, quelque chose de conservé. » Sa voix baissa. « Il est intendant à Ravenmore depuis 11 ans. Pense à ce qu'il a conservé. Les signatures du duc, les sceaux de la famille. Les papiers de tutelle de Béatrice sont passés par son bureau. Et maintenant, l'inspection d'Alvarez approche, et le filet se resserre. Et un homme comme ça n'attend pas d'être pris. Il encaisse. Tout ce qu'il a, chaque papier, chaque sceau, le sang quitta complètement son visage. Chaque otage. À Ravenmore Hall, le duc de Ravenmore n'avait pas dormi correctement depuis 6 jours. Il lui avait fait défaut. Il le savait avec la complétude particulière avec laquelle un homme connaît les choses qui sont trop tardives. Il s'était assis derrière cette table avec sa fiancée morte, son frère mort, ses 5 années mortes, tous criant à ses oreilles. Et il avait choisi les volets et la voix froide, et le point juste à gauche de son visage. Et puis une fillette de 12 ans avait trouvé 3 ans de mots perdus à la balustrade de la galerie. Et chacun d'eux avait été plus courageux que lui. Elle ne l'a pas fait, Nathaniel. Elle ne l'a pas fait. Il était monté au grenier cette même nuit. La chambre était vide, le lit étroit nu. Elle était partie sous la pluie avec un seul sac. Mais sous la planche lâche près de la fenêtre, Béatrice lui avait parlé de la planche lâche entre 2 sanglots, comme on confie un secret d'État. Il trouva ce que Clara n'avait pas pu emporter. Ou, pensa-t-il plus tard, avec un espoir qu'il n'osait pas examiner, ce qu'elle avait choisi de lui laisser. Ses documents de travail, des semaines d'arithmétique de minuit d'une main forte et droite, les manifestes du Méridien, vérifiés, les 3 lettres suppliant James de ne pas naviguer, copiées au propre, les relevés d'étoiles d'enfance de James, tabulés année par année, en regard de l'unique phrase impossible. L'étoile polaire se tenait haute et accueillante au-dessus de l'entrée du port, et sur la dernière page, seule, encadrée d'une encre ferme, une seule ligne écrite, comprit-il, pour quiconque la trouverait, au cas où elle ne pourrait jamais revenir. La lettre est fausse. Cherchez votre frère parmi les vivants. Les étoiles ne mentent pas. C.W. Le duc de Ravenmore s'assit sur le sol du grenier d'une servante, le dos contre le mur froid, et lut chaque page 2 fois. Puis il descendit et commença tranquillement à démonter sa maison. Le deuxième laquais craqua le premier.
Il avait porté une note scellée du bureau de la femme de chambre de Lady Vivian au bureau de M. Harrow, la nuit avant que les émeraudes ne soient trouvées, et avait été payé une demi-couronne pour l'oublier, puis la femme de chambre de Vivian elle-même, acculée par la gouvernante et l'arithmétique. Elle avait emprunté les émeraudes sur la douce suggestion de M. Harrow pour tester l'honnêteté du nouveau personnel, l'idée de sa seigneurie elle-même. Et Lady Vivian avait ri et appelé cela « délicieux ». Lady Vivian Castle-Rigri quitta Ravenmore Hall le lendemain matin. 11 malice et pas de fiançailles, avec les mots d'adieu du duc la suivant sur les marches comme du gravier jeté, qu'elle devrait prier sincèrement et quotidiennement pour que mademoiselle Whitfield refuse d'intenter une action en diffamation, car il la financerait, y témoignerait et y prendrait plaisir. Mais Vivian était du menu fretin, et il le savait. Elle avait fourni la méchanceté. Le dessin était plus ancien, plus froid, et toujours dans sa maison, équilibrant ses grands livres avec un sourire bienveillant. Le duc compara les copies aux propres de Clara, avec 50 documents du bureau de l'intendant. Vit ce qu'elle avait vu, et comme elle, vit que voir n'était pas prouvé. Alors il écrivit à Alvarez pour hâter l'inspection, écrivit à Bow Street pour 2 hommes discrets, et s'assit pour dîner en face du sourire de grand-père d'Edmund Harrow, et le lui rendit soir après soir, tandis que le filet se resserrait. Il fut trop lent d'un jour. Le jeudi, le duc partit à cheval à l'aube pour rencontrer les hommes de Bow Street à l'auberge du Carrefour. Il était de retour à midi. La grande porte était ouverte. La gouvernante le rencontra sur les marches, et à la vue de son visage, son cœur s'arrêta comme une montre tombée. « Votre grâce, nous n'y avons pas prêté attention. Il l'emmène au village tous les mois. Toute la maison leur a fait signe. On a dit à l'infirmière de Lady Béatrice qu'on n'avait pas besoin d'elle. Monsieur Harrow a dit que c'était une surprise pour votre grâce, un cadeau. » Il faisait rire la petite. Le sang-froid de la femme céda d'un coup, comme un mur qui s'écroule. « C'était il y a 5 heures, votre grâce. La voiture n'a jamais atteint le village. Le bureau de l'intendant est vide. Le coffre-fort, les seaux, les livres, tout. Des murs nus. Et votre grâce. Les cartes du port ont disparu de la salle des cartes. Fin. Elle parlait encore, mais le duc était déjà passé devant elle, montant les escaliers 3 par 3, une partie animale de lui ayant besoin de voir le bureau vide de ses propres yeux avant que tout son être ne le croie. Merce News, un bureau balayé, 11 ans de papier disparu, et au centre exact du bureau, aligné sur ses bords avec une terrible propreté, une seule feuille, adressée d'une main fine, soignée, familière, une main qui penchait très légèrement vers l'ouest. Votre grâce. Le premier devoir d'un intendant est la prévoyance. La mienne n'a jamais fait défaut à cette famille. L'enfant est d'excellente humeur et en excellente santé, et le restera, à condition que les comptes de notre séparation restent, comme tous les comptes que j'ai tenus pour vous, non examinés. Ne suivez pas, n'écrivez pas à Cadix, et transmettez mes meilleures salutations à mademoiselle Whitfield, dont le père non plus ne pouvait rien entendre. Votre serviteur obéissant, toujours, E.H. La voiture de location de Londres franchit les grilles du domaine de Ravenmore Hall à 4 heures. Et Clara sut avant qu'elle ne s'arrête qu'elle était arrivée trop tard. Chaque fenêtre flamboyait. Des palefreniers couraient avec des lanternes en plein jour, et sur les grandes marches, sans manteau dans le froid, se tenait le duc de Ravenmore, criant des ordres à des cavaliers, un homme se tenant visiblement à 2 mains. Il la vit descendre de la voiture, souillée par le voyage, grise de manque de sommeil, une sacoche de preuves serrée contre sa poitrine, et il devint absolument immobile, comme un homme le fait quand la chose pour laquelle il a prié et la chose qu'il redoute arrivent au même instant. « Il a Béatrice, dit le duc, sans salutation. Il n'y avait pas de temps en lui pour cela. 5 heures d'avance, une voiture fermée, et tous les papiers et sceaux de ma maison. Et une lettre qui dit que si je le suis, Sa voix défaillit. Il lui tendit simplement la lettre. Clara la lutte, debout dans l'allée. L'enfant est d'excellente humeur, ne suivait pas, dont le père non plus ne pouvait rien entendre. Mademoiselle Whitfield. La voix du duc était basse et brisée. Clara, avant toute chose, je dois dire, vous ne devez pas. Elle leva les yeux vers lui. Vous avez cru un mensonge parfait devant 30 personnes. Le juge de mon père a fait de même,
et il a eu 19 jours pour réfléchir. Vous avez eu un matin. Ce que vous me dites peut attendre. Ce que nous faisons dans l'heure qui vient ne le peut pas. Quelque chose vacilla sur son visage épuisé. Pas tout à fait un sourire, mais son fantôme. D'ailleurs, votre grâce, vous pourriez encore mériter votre pardon. J'ai besoin de 3 choses, et j'en ai besoin en courant. Nommez-les. Toutes les cartes côtières restantes dans votre salle des cartes, l'almanach de ce mois-ci, et la vérité sur vos routes. Jusqu'où une lourde voiture fermée peut-elle voyager d'ici en un jour? Lourde, je précise. Il transporte 11 ans de papier et un coffre-fort, avant qu'elle ne doive atteindre la mer. Le duc la fixa. Vous savez où il va? Non, dit Clara Whitfield, montant déjà les marches. Mais le ciel, lui, le sait. Amenez-moi à la bibliothèque. Ils travaillèrent à la longue table où ils avaient autrefois lu les journaux de bord d'un garçon mort. Le duc, Clara, Thomas Fairley encore dans son manteau de voyage, et les 2 hommes discrets de Bow Street. Tandis que la maisonnée pressait des visages blancs contre la porte. « Pensez comme il pense », dit Clara en étalant les cartes. « Il a planifié cette sortie depuis des années. Il planifie tout depuis des années. Il ne peut pas prendre un paquebot ou une diligence. Un gentleman avec un coffre-fort et un enfant effrayé, on s'en souvient. Et Bow Street surveille les paquebots. Il a besoin d'un navire privé, payé d'avance, sans question. Un navire de commerce libre. Et les gentlemen de ce commerce naviguent de nuit, par marée favorable, depuis de petits ports où les douaniers sont rares. Il y a 30 petits ports à une journée de route, dit l'homme de Bow Street le plus âgé. Nous ne pouvons pas en surveiller 30. Nous n'en aurons pas besoin. Clara tira l'almanach vers elle. Un navire chargé ne peut pas franchir la barre d'un port à marée basse. S'éventrerait. Il doit partir près de la marée haute. Et la marée, messieurs, n'est pas une question d'opinion. C'est l'arithmétique de la lune. Et la lune ne garde aucun secret. Sa plume commença à voler. La lune est à 2 jours après la pleine lune. Marée de Vivo, les plus hautes du mois. La marée haute ce soir sur cette côte tombe. Elle travailla, les lèvres bougeant, les vieux gestes sûrs du métier de son père. Entre 11h et 1h selon le port. Maintenant, il a fui vers l'ouest. Le gardien du domaine a vu la voiture tourner vers l'ouest. Et une voiture lourde sur la route côtière fait au mieux 8 miles à l'heure. Elle dessina un cercle sur la carte. Puis, port par port, elle commença à éliminer les candidats. Celui-ci s'asséchait complètement à mi-marée. Aucun navire de commerce libre ne s'y amarrerait. Celui-ci avait un poste de garde-côte depuis le printemps. Le duc le confirma. La barre de celui-ci était trop peu profonde pour tout ce qui pourrait traverser vers le continent. Celui-ci faisait face au vent de ce soir. Aucun capitaine ne sortirait de là dans le noir. Un par un, les ports moururent jusqu'à ce que sa plume s'arrête et entoure un seul nom 2 fois. Blackmere Stave. Le duc se pencha. C'est à peine un port. Un hameau de pêcheurs, un quai en pierre et une auberge. Ce qui est précisément son charme. Chenal profond, pas de poste de douane, un aubergiste qui ne pose pas de questions. Et ce soir, vent favorable pour la France et marée haute à minuit, avec une lune gibbeuse brillante pour se diriger. Clara se redressa, et pendant un instant, à la lueur de la lampe, elle ressembla au portrait de son père. Il a acheté son passage depuis Blackmere, votre grâce. Il montera à bord avec la marée montante, entre 11h et minuit, et à marée haute, il sera parti, au-delà de tout tribunal en Angleterre. Il est 7h maintenant, et Blackmere est à 5 heures de route à cheval. Le duc bougeait déjà. Alors nous n'avons pas le temps de discuter pour savoir si vous venez. Aucun, dit Clara en attrapant sa cape. Ils chevauchèrent dans l'obscurité, la lune montant dans leur dos. Le duc, Clara sur le cheval le plus stable de l'écurie, les hommes de Bow Street et 4 palefreniers ayant juré le silence. Personne ne parla pendant des kilomètres. Il n'y avait que le bruit des sabots, le froid et la route blanche qui se déroulaient, et la mer éclairée par la lune, apparaissant et disparaissant entre les collines noires. Une fois, lors d'une pause au pas pour laisser respirer les chevaux, le duc amena son cheval à côté du sien. « La nuit où ils vous ont fait descendre, dit-il doucement, les yeux fixés devant lui. Dans le hall. Je veux que vous sachiez ce que c'était. Ce n'était pas un doute envers vous. C'était la terreur de moi-même. J'ai fait confiance à mon propre jugement une fois, complètement. Et cela a coûté. » Il s'arrêta, recommença. « Je me suis dit que j'étais sage.
Béatrice savait mieux. Un enfant savait mieux. Ses mains étaient blanches sur les rênes. Je l'ai entendu trouver sa voix pour vous défendre, et je suis resté assis là, et j'ai perdu la mienne. Clara regarda la mer scintiller et disparaître entre les collines. Mon père disait, « Les étoiles ne mentent pas, mais les gens si, » dit-elle enfin. Il avait tort sur la moitié. Les gens ne mentent pas la plupart du temps non plus, votre grâce. Ils détournent simplement le regard. C'est le fait de détourner le regard qui fait tous les dégâts dans ce monde, et le fait de regarder en arrière qui les répare. Elle se tourna en selle et croisa son regard. Vous regardez en arrière. Chevauchez plus vite. Blackmere Stave, à 11h30, était une odeur de goudron et d'algues. Une poignée de corages endormis, et un seul quai de pierre s'avançant dans l'eau noire, où un lougre à coque sombre était amarré, les voiles largués, les lanternes masquées. Il chargeait sa cargaison au clair de lune, avec l'efficacité silencieuse des hommes, dont le commerce dépend du silence. Et sur le quai, droit à côté d'un coffre-fort dans son bon manteau noir, se tenait M. Edmund Harrow. Il tenait la main gantée d'une petite fille qui avait pleuré au-delà des larmes. Ils sortirent de l'obscurité de trois côtés, à pied, ayant laissé les chevaux derrière la colline. Et cela en dit long sur Edmund Harrow, que lorsque le duc de Ravenmore entra dans le clair de lune à 20 pieds de distance, le vieil homme ne sursauta pas, ne courut pas, ne lâcha même pas la main de l'enfant. Il soupira simplement, comme un homme dont le dîner a été interrompu. « Votre grâce, vous avez reçu ma lettre, je pense. Je m'avoue déçu. Béatrice. » La voix du duc trembla une seule fois. « Viens ici. L'enfant reste avec moi un peu plus longtemps. » La voix de Harrow était aussi douce que jamais, mais sa main libre reposait maintenant sur le coffre-fort. Et l'équipage du Lougre avait cessé de travailler, et ils étaient plus nombreux que les palefreniers. Soyons tous raisonnables. La marée est bonne dans une demi-heure. Je monte à bord. L'enfant reste sur le quai. Ma parole. Et ma parole, quoi que vous puissiez dire de moi, a géré les affaires de cette famille pendant 11 ans. Suivez-moi, alertez la côte, écrivez à Cadix, et des copies de certains papiers, dans certaines mains, avec certaines signatures, que vous aurez beaucoup de mal à désavouer, iront à un avoué à Amsterdam. Je n'ai pas servi votre maison toutes ces années sans apprendre comment elle pourrait être démolie. Il sourit, argenté et bienveillant au clair de lune. Vous avez toujours été le frère raisonnable, Nathaniel. L'autre ne pouvait jamais rien entendre. Ce serait James, dit Clara en entrant dans la lumière. Qui a trouvé votre faux récif sur les cartes de la compagnie et allait le dire à son père? Alors vous l'avez supplié 3 fois de ne pas aller à Lisbonne. Et quand il y est allé quand même, il n'est jamais rentré. Tout comme Edmund Harlow, apprenti dessinateur, n'est jamais rentré au bureau de l'amirauté après qu'on l'ait surpris à altérer les relevés de la Manche il y a 51 ans. Elle s'avança lentement et sa voix porta sur l'eau noire, claire comme une cloche sur la marée. Vous avez gardé les feuilles de travail de mon père pendant 22 ans, monsieur Harlow, depuis le jour où il vous a aidé par charité. Vous gardez tout, n'est-ce pas? Papier, sceau, gentillesse. Des noms avec une lettre poncée. Toute une vie à garder des choses, en attendant le jour où elles pourraient être transformées en armes. Pour la première fois, la toute première fois, le visage de grand-père vieillit. Les yeux au-dessus du sourire devinrent plats et immobiles comme ceux d'un reptile. Mesurant les distances. L'enfant, la boîte, la passerelle, les hommes dans l'ombre. « Mademoiselle Whitfield, dit-il doucement, vous êtes vraiment gâchée par l'honnêteté. C'est drôle, dit Clara. La marée est sur le point de vous dire la même chose. » La tête de Harrow s'inclina, interrogative. Et puis, de l'obscurité à l'extrémité du quai côté mer, une voix appela. Une voix forte, sans hâte, usée par la mer, avec quelque chose en dessous qui fit se raidir tout le corps du duc. « Vous ne partirez pas sur cette marée, maître. » Ni sur aucune autre. Un homme remonta le quai, sortant de l'obscurité, une corde enroulée sur son épaule. Le pilote que le capitaine du Lougre avait engagé pour le faire sortir par-dessus la barre. Car aucun étranger ne traverse la barre de Blackmere la nuit sans l'homme qui la connaît. Il était grand, barbu et hâlé, vêtu d'un pantalon de pêcheur. Les villageois, apprendraient-ils, l'appelaient Star Jim, parce qu'il se dirigeait d'après le ciel comme les pères des anciens, et ne pouvait ou ne voulait pas dire où il l'avait appris. Car il y a 5 ans,
Des pêcheurs portugais l'avaient sorti à moitié mort de la mer au large des Berlanga, le crâne fracturé. Et les années avant cette nuit étaient une pièce fermée à clé à laquelle il avait cessé de frapper. Mais la pièce fermée avait une porte, et la porte s'était ouverte toute la nuit, charnière par charnière rouillée. Parce que la rumeur avait couru le long du quai que le passager était un beau vieux gentleman aux cheveux d'argent, un intendant d'une grande maison. Et quelque chose dans ces mots avait fait transpirer les mains de Star Jim sur les lignes du gouvernail pendant 1 heure. Et maintenant, il était assez proche pour voir le visage du passager au clair de lune. Les cheveux d'argent, le sourire bienveillant, le dernier visage qu'il avait vu à Lisbonne il y a 5 ans, dans une ruelle du port, disant doucement à 2 hommes avec des barres de fer, « Rien qui puisse être retrouvé, messieurs. » La mer fait nos comptes. Le pilote s'arrêta. La corde glissa de son épaule sur les pierres. « Vous, dit-il. » Et puis, d'une voix sortie de la pièce fermée, une voix de jeune homme, une voix d'héritier, se brisant à travers 5 années noyées. Harrow. Edmund Harrow se retourna. Edmund Harrow, faussaire de cartes, gardien de gentillesse, l'homme dont le sang-froid avait survécu aux salles d'audience, au cercueil et à 51 ans de mensonges patients, regarda le visage de James Alexander Gray, ressuscité de la mer à laquelle on l'avait donné. La bouche du vieil homme s'ouvrit. Rien n'en sortit. La clé du coffre-fort glissa de ses doigts et sonna sur les pierres comme une petite cloche brillante. Et Clara se souviendrait toute sa vie que c'était ce son, et non les cris qui suivirent, qui signifiaient que c'était fini. Ce qui suivit dura moins d'1 minute et serait raconté dans l'auberge de Blackmere pendant 50 ans. La petite fille se libérant et volant non pas vers la sécurité, mais vers le pilote en hurlant « James! James !» sans jamais trébucher. Le capitaine du Lougre, pas idiot, larguant ses amarres et descendant le courant, ne voulant rien de tout cela. Les hommes de Bow Street se rapprochant de 2 côtés. Le duc de Ravenmore étreignant un pêcheur barbu en larmes d'un bras et sa sœur de l'autre, et ne disant rien du tout, car il y a des moments que le cœur dirige sans la langue. Et Edmund Harrow, se tenant très droit et très vieux entre 2 officiers, ignoré de toute âme vivante sur le quai, regardant sa marée se retirer. Il ne parla qu'une seule fois. Alors qu'on le faisait passer devant Clara, il s'arrêta et la regarda avec ses yeux vifs et patients. Et pendant un instant, elle se prépara au venin. « Votre père avait une main sûre, » dit-il à la place, doucement, professionnellement, d'un artisan à la mémoire d'un autre. « La plus sûre que j'ai jamais connue, c'est pourquoi j'avais besoin de lui, voyez-vous. »« Je sais, » dit Clara, « c'est pourquoi vous avez perdu. » Le reste fut lumière du jour, paperasse et émerveillement. Le coffre-fort contenait tout. Les feuilles de travail originales de la main de son père, les faux d'entraînement. 11 ans de grands livres falsifiés. Et, emballés séparément dans de la toile cirée, conservés comme tout était conservé, les vraies cartes que James avait corrigées il y a 5 ans. La confession de la femme de chambre de Vivien fut faite sous serment. La lettre du prêteur sur gage de Cheapside fut prouvée fausse en un après-midi. Et une couronne qui avait autrefois condamné le professeur Whitfield en 19 jours, n'en prit que 11 à la fin, pour déclarer devant le monde qu'il avait été innocent de toutes les charges. La victime, dit le Lord juge, de peut-être la main criminelle la plus patiente que ces tribunaux aient jamais examinée. Thomas Fairley pleura dans la galerie du public. Clara non. Elle s'était promis de pleurer sur une tombe, au printemps, avec des primes verts, là où son père pourrait l'entendre. James Gray rentra à Ravenmore lentement, une pièce à la fois, comme la mémoire lui revenait. Certaines portes s'ouvraient en grand, d'autres restaient coincées. Tout lui appartenait à nouveau. Il ne dormit pas à l'intérieur la première semaine. Il dormit dans le jardin, sous le ciel, et son frère veilla avec lui. Et ce que les 2 dirent aux étoiles n'est pas consigné. Et par un matin clair et froid, 3 semaines après Blackmere, le duc de Ravenmore partit à la recherche de Clara Whitfield. Et la trouva, car certains cercles insistent pour se refermer, debout dans l'embrasure de l'office, disant au revoir à Millie et à Madame Puddle, son unique petit sac, fait, à ses pieds. Son père était innocenté, son travail était terminé, elle avait sa fierté et aucune place. Et elle était Clara, elle ne resterait pas pour être remerciée. « Mademoiselle Whitfield, dit le duc, où pensez-vous aller »
À Londres, votre grâce. Thomas pense que les tribunaux pourraient avoir besoin d'une traductrice. Qui? Les tribunaux, dit le duc, peuvent mourir de faim. Et là, dans l'embrasure de l'office, devant la cuisinière, les filles de cuisine, un agent de Bow Street finissant son petit déjeuner, et la grande marmite en cuivre qu'elle avait récurée jusqu'à ce que ses mains saignent, le duc de Ravenmore s'agenouilla sur le sol de pierre froide. Je vous ai envoyé dans cette pièce parce que j'étais un imbécile qui pensait que les femmes instruites étaient dangereuses, dit-il. J'avais raison sur une chose. Vous êtes la chose la plus dangereuse qui me soit jamais arrivée. Vous avez démoli mon jugement, ma paix, mon intendant, et tous les murs que j'ai jamais construits. Et je trouve que je ne peux pas vivre dans les ruines sans vous. Il ouvrit la main. La bague de sa mère capta la lumière. Clara, je vous le demande depuis l'endroit exact où je vous ai envoyé. Parce que je veux que cela soit toujours rappelé. Par vous, par moi et par chaque âme de cette maison. Où vous vous teniez quand vous vous êtes avéré être la meilleure d'entre nous. Épousez-moi. Dans l'embrasure, Madame Puddle laissa tomber un plateau entier de casseroles. Et personne dans la pièce ne scilla. Clara le regarda, cet homme fier, de granit, ridicule, agenouillé sur le sol de son office, et sentit 5 ans d'hiver se briser en elle comme la glace sur une rivière au printemps. « À une condition, votre grâce, dit-elle quand elle put parler. Nommez-la, la carte dans votre bureau. » Sa voix vacilla entre le rire et les larmes et choisit les deux. Elle penche toujours de 2 degrés vers l'ouest. J'ai l'intention de la corriger correctement cette fois. Et vous ne m'interromprez pas. Madame, dit le duc de Ravenmore en se relevant et en prenant son visage dans ses mains. Vous pourrez corriger toutes les cartes que je possède pour le reste de votre vie. Et dans l'office de Ravenmore Hall, où on l'avait envoyée pour être oubliée, Clara Whitfield fut embrassée comme une duchesse, tandis que la cuisine applaudissait et que les casseroles roulaient. Et quelque part, haut dans le froid matin de printemps, les étoiles patientes, qui l'avaient su depuis le début, gardaient leur place parfaite. 1 an plus tard, par une chaude soirée de juin, les fenêtres de Ravenmore Hall étaient ouvertes sur l'odeur du foin et des roses. Et tout en haut, sur les toits plats, il y avait une pièce qui n'existait pas l'été précédent. La maisonnée l'appelait la Chambre des Étoiles. Le duc l'avait fait construire pour sa femme comme cadeau de mariage. En secret, pendant leur lune de miel à Cadix, en tant qu'invité d'un Seigneur Alvarez ravi. Un petit observatoire octogonal, avec un télescope en laiton de Londres, un petit poêle en fer pour les observations d'hiver, et un cercle de profondes fenêtres faisant face à chaque point cardinal. Et sur ces murs, dans de simples cadres en chêne, étaient accrochées des cartes. Bas les faux, ceux-là appartenaient maintenant à la couronne. Preuve dans une affaire que les journaux avaient appelée le procès du siècle. Celles-ci étaient les vraies, les propres cartes de travail du professeur Whitfield, sauvées d'un coffre-fort sur un quai éclairé par la lune. Nettoyées, montées et accrochées, là où le soleil du matin pouvait les atteindre. Sous la plus grande, sur une petite plaque de laiton, le duc avait fait graver une seule ligne. Il n'avait pas demandé à Clara d'abord. C'était le seul secret qu'il avait gardé cette année-là. Elle était montée le premier soir de leur retour, l'avait vu, l'avait lu, et était restée très immobile pendant un long moment, la main sur la bouche. Jonathan Whitfield, qui a dessiné le monde avec vérité. En cette soirée de juin particulière, la Chambre des Étoiles était bondée, car les mercredis soirs étaient une institution maintenant, et personne à Ravenmore n'aurait songé à en manquer un. Béatrice arriva la première, comme toujours. 13 ans maintenant, plus grande d'une main, portant un livre de poésie française et la fierté privée et flamboyante d'une fille avec une mission. Elle avait un nouveau poème par cœur. Elle se planta au centre de la petite pièce, attendit avec l'instinct d'une artiste que les lampes soient baissées, et déclama les 4 strophes de Monsieur de Lamartine, clairement, musicalement et sans un seul accroc, devant un public qui applaudit comme si le roi était présent. Le bégaiement n'avait pas complètement disparu. Il revenait encore parfois, de petites manières, quand elle était très fatiguée. Mais Béatrice avait fait la paix avec lui le jour où Clara lui avait dit la vérité. Certains mots prennent plus de temps parce que tu les ressens plus. Ce n'est pas un défaut, ma petite. C'est une boussole. Ses frères regardaient depuis le siège de la fenêtre, tous les deux, épaule contre épaule. Ce qui, après tout, avait encore le pouvoir de couper le souffle de Clara.
James Gray était revenu à lui-même, comme le printemps revient dans un pays du Nord. Inégalement, par plaques, avec des gelées tardives. Il y avait encore des portes dans sa mémoire qui ne s'ouvraient pas. La voix de sa mère était partie, disait-il, bien que son visage soit resté. Et il y avait encore des nuits où il ne pouvait pas dormir sous un plafond, et marchait dans les jardins jusqu'à l'aube à la place. Et personne ne le remarquait. Mais le hall marin s'estompait d'un visage qui riait facilement maintenant. Et il avait repris la direction de Gray et Fields avec une férocité qui faisait trembler les commis, déclarant qu'il avait 5 ans de grands livres à rendre honnêtes et qu'il ne ferait confiance à aucune autre âme pour ce plaisir. La famille de pêcheurs portugais qui l'avait sorti de la mer avait été 2 fois invitée au domaine, pour la plus grande joie du village, qui en parlait encore. Et il y avait dernièrement une certaine fille de pêcheurs portugais à qui James écrivait de longues lettres qu'il prétendait être sur les bateaux. Personne ne le taquinait. Tout le monde savait. D'Edmund Harlow, dit Harrow, la famille parlait rarement. Et Clara pensait à lui encore plus rarement, ce qui était sa propre sorte de victoire. Le procès avait duré 1 mois. L'épreuve, profonde de 51 ans, l'avait enterré. Il avait tout écouté avec une attention courtoise, corrigé la prononciation du procureur d'un port portugais, et avait été condamné à la déportation à perpétuité. La dernière nouvelle, c'est qu'il tenait le registre des provisions du navire des condamnés sans aucune faute. Certains hommes, supposa Clara, sont simplement ce qu'ils sont, jusqu'au bout. Lady Vivian Castle avait épousé un comte russe cet hiver-là et était partie à Saint-Pétersbourg, où, rapporta Madame Puddle avec délectation par l'intermédiaire d'une cousine en service là-bas, les hivers étaient très longs. Et la mère du comte dirigeait la maisonnée d'une main de fer. Personne à Ravenmore ne trouva dans son cœur de s'en affliger. Quant à l'office, Milly ne pouvait plus être une souillon, car Milly était maintenant la femme de chambre de la duchesse elle-même, et féroce à ce sujet. Et elle apprenait le français les jeudis soirs avec Béatrice, qui était une petite enseignante impitoyable. Et Madame Puddle régnait sur sa cuisine comme avant, avec un seul changement. Sur le mur au-dessus du grand évier en cuivre, encadré, était accroché un petit tableau que la duchesse avait commandé. L'office lui-même, la lumière vide du matin sur les pierres, et en dessous, une carte de la propre main droite de la duchesse. La pièce la plus importante de cette maison. Demandez à n'importe qui. Thomas Fairley était maintenant stagiaire aux frais du duc et serait avoué d'ici 2 ans. Il montait de Londres un dimanche par mois, mangeait énormément, débattait de mathématiques stellaires avec Clara, et rougissait quand on le remerciait, et était, maintenait le duc en privé, le meilleur investissement que le domaine ait jamais fait. Et au printemps, quand les primevères sont arrivées, Clara était enfin allée sur la tombe de son père, déplacée maintenant par licence royale, du terrain de la prison au cimetière verdoyant du village de son enfance. Et elle avait tenu sa promesse, et pleuré, sans hâte et sans honte. Tandis que son mari se tenait un peu à l'écart sous les ifs, son chapeau à la main. Puis elle avait planté les primes verts, donné à son père 3 nouvelles de la famille, et était rentrée chez elle, capable de respirer jusqu'au fond de ses poumons, pour la première fois en 7 ans. 3 nouvelles. Le nom innocenté, le mariage. Et la 3e nouvelle, qui était en ce moment même portée dans les derniers escaliers vers la chambre des étoiles dans les bras de son père. Enveloppée dans un châle contre la douce nuit de juin, profondément endormie et totalement indifférente à sa propre importance. Il l'avait nommée Joséphine, pour son grand-père Jonathan, aussi proche qu'un nom de fille pouvait l'être. Et elle avait 4 mois, et elle avait les yeux sombres de son père. Et sa mère jurait, la façon de son grand-père de froncer les sourcils sur les choses, comme pour les mesurer. La petite pièce s'installa dans le soir. Béatrice réclama le télescope et annonça ses découvertes à James, qui contesta solennellement chacune d'elles. Le duc alluma les lampes bas, comme sa femme les aimait. Les mots sortent plus facilement dans le noir, et les étoiles aussi. Et il vint se tenir derrière Clara à la fenêtre nord, son menton reposant sur ses cheveux. Tous deux regardant le ciel s'assombrir du bleu au violet jusqu'au premier vrai noir. L'étoile polaire sortit la première, fidèle et fixe au-dessus du grand chêne. Elle le faisait toujours. 2 degrés vers l'ouest, murmura le duc contre ses cheveux. C'était une vieille blague entre eux maintenant, usée comme une bague. Tu n'as jamais fini de me dire comment tu as su, ce premier jour, en 30 secondes,
ton sac encore à la main. La règle de papa, sourit Clara en regardant l'étoile. Il me l'a fait apprendre avant de me laisser toucher une carte. Vérifie d'abord les choses fixes. Les gens te peindront n'importe quel tableau qu'ils voudront, disait-il. Côte, sondage, récif, promesse. Alors avant de croire une carte, ou une histoire, ou un homme, tu trouves les choses qui ne peuvent pas mentir. Et tu vois si le tableau est d'accord avec elle. S'il ne l'est pas, elle haussa les épaules. Ce ne sont pas les choses fixes qui ont tort. Et quelles sont les choses fixes? Demanda le duc de Ravenmore, du ton d'un homme qui connaît la réponse et veut l'entendre quand même. Chez un homme? Ce qu'il fait quand il croit que personne d'important ne regarde. Clara tourna la tête et regarda délibérément le long de la petite pièce. Béatrice riant, cédant le télescope à James sans qu'on le lui demande. James, la laissant gagner la discussion quand même. La lumière de la lampe sur les cartes de son père. Toute cette constellation improbable est réparée de personne. J'ai fait un relevé complet de vous, votre grâce, depuis l'embrasure d'un office. Assez tôt, vous étiez impoli, arrogante et impossible. Et vous êtes resté dans un couloir froid pendant 20 minutes à écouter votre sœur lire du français, en pensant que personne ne voyait. Ah, dit le duc, j'étais donc condamné dès le départ. Dès le tout début, acquiesça-t-elle. Les preuves étaient parfaites. Dans ses bras, Joséphine bougea, fit le petit son important d'une personne décidant de se réveiller et décida de ne pas le faire. Clara la berça doucement et se retourna vers la fenêtre, où tout le ciel d'été sortait maintenant sur la campagne sombre. Vega, Arcturus, la lente roue de toutes les choses brillantes et fixes que son père lui avait montrées pour la première fois depuis un jardin, il y a longtemps. Une nuit chaude avant que le monde ne tourne mal, puis bien à nouveau. Elle pencha la tête près de l'oreille de sa fille endormie. « Les étoiles ne mentent pas, ma chérie, » murmura Clara. Les vieux mots, rentrés à la maison enfin, transmis chaleureusement d'une garde à la suivante. « Les gens mentent, mais les étoiles sont patientes. Et nous aussi, mon amour, nous le sommes. » Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre ou envoyer un super thanks ou un super chat. Votre soutien nous aide à continuer de créer plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.